Bienvenue à cette session, cette nouvelle session sur la revue régionale des IP, des interventions pharmaceutiques et aujourd'hui on va parler, néphrologie, dialyse, greffe. Je remercie, les docteurs Clarisse Grèze et Claire Chatron, qui sont respectivement néphrologues et pharmaciennes sur le CHU de Clermont pour avoir, accepté de préparer cette session et quelques informations avant de commencer. Pour le bon déroulé des 2 heures, donc les micros et caméras sont coupés, mais on pourra les réactiver, heu, au moment des questions pour ceux qui ont des questions. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever la main au moment où autant sur le temps des questions. Vous pouvez également poser vos questions sur la conversation, pour qu'on puisse les recenser et puis, les poser pour vous, dans les temps dédiés. La session elle est enregistrée et puis, il y aura un replay partiel qui sera mis, à disposition. Donc là, on est sur un format WooClap, donc je pense que vous connaissez bien le WooClap. Donc, ça marche avec un QR code et un téléphone à flasher pour pouvoir répondre aux questions, qui vous seront posées pendant la présentation. Et pendant que vous flashez, on va se représenter. Donc moi, je m'appelle Claire Chatron, donc je suis pharmacien au CHU de Clermont. Je ne suis pas pharmacien clinicien détaché en service de néphrologie, comme peut-être certains parmi vous. C'est un objectif un jour, mais pas encore aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas de côtoyer nos amis néphrologues comme le docteur Clarisse Grèze aujourd'hui. Et voilà, on espère que vous allez apprécier cette présentation qui va balayer de l'insuffisance rénale chronique, donc de la MRC, un patient avec un cas évolutif, qui va ensuite évoluer vers de la dialyse. Mais heureusement, il va aussi évoluer vers de la greffe rénale. Et on va dire qu'elle se terminera très bien, cette histoire, avec cette journée. Et donc, je suis accompagnée par Clarisse Grèze. Bonjour, donc je suis le docteur Clarisse Grèze. Moi, je suis PH dans le service de néphrologie au CHU de Clermont. Et on travaille régulièrement avec Claire, quand même, même si elle n'est pas spécialisée néphro. Est-ce que c'est bon, on peut y aller? Parfait. Allez, let's go. Eh bien, donc c'est parti. Donc, première partie, donc, avec un cas sur donc ce patient avec le cas clinique filant pour lequel donc, on vous posera des questions petit à petit. Et on s'est mis un petit temps, donc par tout le clap, vous verrez un temps de réponse. Donc, on vous invite à bien être réactif. Donc, on commence par le cas clinique. Il s'agit d'une patiente de 60 ans qui est adressée en consultation de néphrologie par son médecin traitant pour bilanter une insuffisance rénale. Dans ses antécédents, on retrouve une hypertension traitée depuis plusieurs années, un diabète type 2 non insulino-requérant, une ACFA et elle est tabagique à 20 paquets années. Son traitement actuel comprend amlodipine 10 mg, ramipride 2,5 mg, de la metformine 2 g par jour et apixaban 5 mg x 2 par jour. Donc, cliniquement, en consultation, on retrouve une hypertension artérielle mal contrôlée. A priori, elle nous rapporte les mêmes chiffres chez son médecin traitant. L'examen clinique est sans particularité. Et on voit bien que sur ces bilans, donc depuis 2020, donc depuis 4 ans, elle a une insuffisance rénale chronique avec une clairance qui baisse progressivement, qui est passée de 32 à 25 entre 2020 et 2024. Et avec au niveau des urines, une albuminurie à 1,5 g, sans anomalie du sédiment urinaire. Donc, on peut parler d'insuffisance rénale chronique parce qu'on voit que c'est présent depuis plus de 3 mois, son insuffisance rénale. Et, du coup, on commence avec une question. Quelles sont les deux principales causes de maladie rénale chronique? Voilà, vous avez malformation, diabète, néphropathie, hypertension, néphrite ou étiologie indéterminée. Donc, on vous demande les deux principales. Donc, deux réponses sont attendues. Choix multiples. Est-ce que juste peut-être vous pouvez faire réapparaître le petit QR code en haut, voilà, à côté du code IR30. Là, ça aura pris les réponses, je sais. Peut-être juste relancer sur le premier, mais je vois s'il y a quelques réponses. Ouais, c'est pour ça. On est à 18, un petit. Donc, diabète, hypertension. Bien joué. C'est effectivement la bonne réponse. Pour aller un petit peu plus loin, on va faire un petit point sur les étiologies.
Donc oui, effectivement, l'hypertension et le diabète, c'est près de 50% des causes de néphropathie chronique. Dans les autres causes, un peu moins, il y a les glomérulopathies à 11%. Donc quand même, dans près de 30% des cas, on n'a pas d'étiologie bien définie. Et les néphropathies génétiques, 8%, et les néphropathies interstitielles, on présente 5% des cas. La maladie rénale chronique, c'est une maladie qui est quand même fréquente, avec 200 patients par million d'habitants et une incidence de 160 patients par million d'habitants. Donc, pas la négliger. Et surtout, elle a des conséquences, cette maladie rénale chronique, notamment l'hypertension et les problèmes cardiovasculaires. Le rein joue un rôle dans le métabolisme phosphocalcique, donc ça peut entraîner des troubles de ce métabolisme, des troubles hydroélectrolytiques, des anémies par déficit de production de PO par le rein, et à plus long terme, des nutritions. Donc, le dépistage n'est pas systématique dans la population générale, mais il concerne finalement beaucoup de monde, puisqu'il concerne tous les patients avec des antécédents cardiovasculaires, de l'hypertension, du diabète, les patients obèses, tous les patients qui ont eu des antécédents de traitement néphrotoxiques, comme des chimiothérapies notamment, vont être suivis. Les patients avec des maladies de système comme le lupus, les patients avec des antécédents neurologiques, soit des malformations connues, soit des néphrectomies pour cancer. Les expositions professionnelles aux métaux lourds font partie aussi des patients à suivre. Les patients avec des hépatites, le VIH, et puis tous les patients qui auront été dépistés positifs pour une protéinurie ou une hématurie à la médecine du travail doivent aussi avoir un dépistage de maladies rénales chroniques. Donc, en pratique, ce dépistage, ça consiste en un dosage de la créatinine plasmatique et avec un calcul du débit de filtration glomérulaire et une analyse d'urine pour rechercher une albuminurie avec un rapport albuminurie sur créatinurie sur échantillon, et ce, au moins une fois par an chez les patients dont on a parlé sur la diapo précédente. S'il y a des anomalies au niveau de ces tests, on va plus loin, on fait une échographie rénale, un ECBU, et pour les patients hypertendus, on va jusqu'au Doppler des artères rénales pour chercher une sténose. Donc, le diagnostic de maladie rénale chronique, il est posé s'il y a au moins un des signes suivants qui persiste depuis plus de 3 mois. Donc, un DFG inférieur à 60, présence d'une protéinurie ou albuminurie, une hématurie s'il n'y a pas de cause urologique sous-jacente, une leucocyturie aseptique ou une anomalie morphologique des reins. Et ensuite, je pense que vous connaissez les stades de la maladie rénale chronique. Il y a 5 stades. Donc, le premier, la fonction rénale reste normale. Le deuxième, c'est quand le DFG est entre 60 et 89. Le stade 3, c'est entre 30 et 59. Stade 4, entre 15 et 29. Et l'insuffisance rénale terminale, c'est quand le DFG est inférieur à 15 millilitres minute. Donc, en pratique, après, donc, quand on pose un diagnostic de maladie rénale chronique, on va chercher l'étiologie. En néphrologie, ce qui va beaucoup compter, c'est l'interrogatoire, les antécédents. La clinique est assez pauvre, c'est pas ça qui nous oriente le plus souvent sur le diagnostic. L'échographie, bien sûr, est importante, et les urines aussi pour l'analyse de protéinurie et du sédiment urinaire. Juste rapidement, les étiologies, donc il faut éliminer toujours une cause obstructive chronique, donc ça c'est l'écho rénal qui nous le dira. On s'oriente vers une étiologie vasculaire chez les patients qui sont hypertendus. Globalement, il n'y a jamais de protéinurie, ou alors elle est très faible et plutôt glomérulaire. En revanche, si on part sur une étiologie glomérulaire, là on aura une protéinurie glomérulaire, donc composée majoritairement d'albumine. On peut avoir une hématurie, et cliniquement, il peut y avoir de l'HTA et des œdèmes. Les néphrites interstitielles, elles, souvent, c'est le contexte qui nous renseigne. C'est des patients qui ont pris des AINS ou du lithium au long cours. Au niveau des urines, on a une leucocyturie. La protéinurie, souvent, est absente, ou alors, si elle est présente, elle sera plutôt tubulaire et très faible. Et l'étiologie génétique, il y a un contexte familial qui est retrouvé généralement. Donc, une fois cette maladie rénale chronique dépistée, il faut la prendre en charge. Et les recommandations dont on vous parle, on les a mis en bas, c'est justement ce guide du parcours de soins de la MRC.
qui est un guide qui a été validé en 2021 et mis à jour en septembre 2023. Donc, c'est de lui, en fait, dont on vous parlera tout au long de cette présentation pour la partie MRC. Donc, globalement, à tous les stades de MRC, il faut, voilà. La première étape, c'était le diagnostic étiologique, de mettre un traitement si un traitement étiologique est possible. Et ensuite, ça va être de ralentir la progression de la maladie rénale chronique en prévenant tous les facteurs de risque cardiovasculaire, en éliminant les néphrotoxiques et en prenant en charge toutes les comorbidités. Et donc à partir du stade 4, on va aborder la question du traitement de suppléance, à savoir la dialyse et la transplantation. Et c'est à partir du stade 4-5 l'inscription sur liste, parce qu'on peut les inscrire déjà à partir de 20 minutes, les patients, mais on ne les greffe pas avant que le DFG soit inférieur à 15. Donc là, juste une petite diapo pour vous montrer globalement que les patients où on sait qu'ils vont évoluer rapidement, ou en tout cas qu'ils vont évoluer vers l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est ceux donc, avec une insuffisance rénale chronique déjà avancée, donc au moins au stade modéré, et surtout ceux qui ont une protéinurie, une albuminurie mal contrôlée. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont en rouge là, on sait qu'ils vont évoluer vite. Par contre, ceux qui sont au stade 1 ou 2 sans albuminurie, globalement, ils resteront en compte tout au long de leur vie avec la même créate, le même DFG. Et il n'y a pas spécifiquement besoin de suivi néphrologique chez ces patients. Donc, quels sont les facteurs de risque de progression de la MRC? On l'a déjà un peu dit, donc c'est tous les facteurs de risque cardiovasculaire, donc le diabète déséquilibré, l'HTA non contrôlé, le tabac aussi, qui va abîmer aussi les artères du rein. Les épisodes d'insuffisance rénale aiguë chez les patients avec une maladie rénale chronique, ça peut laisser des séquelles. Une protéinurie non contrôlée à long terme entraîner une glomérulosclérose au niveau des glomérules. Et les produits néphrotoxiques aussi. Donc nous, on insiste en consultation plus particulièrement sur les injections d'iode et la prise d'AINS, qui est un peu notre bête noire en néphro. Et c'est aussi une activité qu'on mène aussi, enfin, qu'on peut rappeler lors, au CHU Clermont-Ferrand, mais comme beaucoup d'endroits aussi, on mène lors des conciliations médicamenteuses d'entrée auprès des patients hospitalisés seulement, donc pas en consultation, mais au moins pour les hospitalisations, pour resensibiliser les patients aussi aux molécules néphrotoxiques, surtout si les patients, lors de l'entretien pharmaceutique, nous révèlent des informations, choses qui parfois ne sont pas révélées finalement à l'interne en médecine. Donc, c'est vrai qu'on va s'empresser, malheureusement, en respectant le patient malgré tout, de le rapporter pour, bien sûr, une meilleure prise en charge de nos patients. Du coup, il faut bien sûr éliminer tous les néphrotoxiques, ce que j'ai déjà dit. Il faut penser à adapter la posologie des traitements au débit de filtration glomérulaire. Surtout quand on suit les patients, leur débit de filtration glomérulaire va baisser, donc il faut bien penser toujours à adapter on adapte selon les guerres. Et contrôler bien les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un des piliers essentiels de la prise en charge. Alors, quelque chose qui est connu effectivement sur la clairance, et donc au CHU Clermont-Ferrand, on se base beaucoup sur la CKD-EPI, dans beaucoup d'établissements également. Effectivement, certains RCP de molécules conseillent et recommandent de se baser sur la clairance de Cockcroft. Certains établissements, ce n'est pas notre cas forcément, mais recalculent parfois en systématique la clairance de Cockcroft quand le CKD-EPI est inférieur à 30. C'est sujet à débat, à discussion. Au CHU Clermont-Ferrand, on a décidé de se baser sur le CKD-EPI. En service de réanimation, petite différence, puisqu'on a, bien sûr, c'est plus facile de mesurer, par exemple, par les recueils d'urine, et donc ça sera un rapport UV sur P qui sera calculé, que vous retrouvez donc à certains endroits qui sera plus précis, c'est sûr, qu'un CKD-EPI. Donc voilà, pour ce débat qui peut avoir lieu, on vous donne déjà notre avis. Bien sûr, on reviendra finalement assez peu dessus, puisque c'est vrai que beaucoup d'établissements utilisent tout simplement, comme nous on le fait, GPR, qui est actuellement intégré à beaucoup d'endroits dans le Vital Optimal, qui est notre outil ici au CHU de Clermont. Nos objectifs tensionnels, donc c'est une pression artérielle inférieure à 14,9 chez tous les patients, et par contre chez les patients diabétiques ou avec une MRC et une albuminurie, une microalbuminurie, on aura des objectifs de pression artérielle plus bas à 13,8.
on leur demande de faire des automesures dans la mesure du possible. Et quand c'est pas possible, sinon, quand on a du mal à avoir une évaluation fiable, on demande une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Pour ce qui est de l'hémoglobine glyquée, les objectifs sont entre 7% pour la maladie rénale chronique. Pour les patients à risque d'hypoglycémie, on sera plutôt à 7,5. Et les patients âgés polypathologiques, on est moins strict, on est autour de 7,5, 8,5%. Et il faut penser à stopper la metformine et les sulfapines d'hypoglycémiants si le DFG est inférieur à 30 ml/min. Les autres mesures de néphroprotection, donc il y a aussi les règles d'hygiéno-diététique. Ce qui est recommandé, c'est en gros de boire à sa soif. Il ne faut pas une hyperhydratation. On recommande 1,5 litre d'eau par jour. On recommande un régime hyposodé inférieur à 6 grammes de sel par jour et un régime normaux, voire hypoprotidique à 0,8 à 1 gramme kilo jour. Il faut faire attention quand même aux apports caloriques qui soient suffisants, surtout chez les sujets âgés, parce qu'il peut y avoir un risque de dénutrition, donc il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Et pas d'aliments interdits avec la MRC. Et par contre, au stade 5, souvent, ils sont plus à risque de faire une hypercalémie, donc on insiste un peu sur le régime pauvre en potassium. Alors, je vous remets donc la connexion juste après. Donc, ça sera quelles sont les affirmations vraies qui concernent justement les traitements néphroprotecteurs que l'on va revoir dans le détail. Pour l'instant, on a vu les mesures de néphroprotection. Maintenant, on va voir les traitements néphroprotecteurs. Je vous remets le QR code. Donc, je ne peux plus vous lire les réponses. À vous de jouer sur vos téléphones. Je l'ai mis sur la conversation, le QR code. Donc, voilà, comme ça, vous pouvez rejoindre le Google Clap à tout moment. Ce que je ne sais pas, par contre, c'est relancer la question. Alors, il faut attendre qu'elle soit finie. Et comment je relance là? En cliquant sur le cadenas, non, ça va pas au-dessus. Ah, pardon. Je sais pas. Ça dépend comment elle a été paramétrée aussi. On va paramétrer un... Bon, écoutez, ça donne une tendance, c'est petit, il faudra qu'on fasse attention. Donc, voici vos propositions ici, donc sur les inhibateurs des SGLT2 qu'on va voir. Donc, ils peuvent être introduits quel que soit le DFG, pourquoi pas. Les IEC et les ARA2 ont en effet antiprotéinurique. Une surveillance d'accalmie doit être effectuée après l'introduction d'un IEC ou d'un ARA2. Une surveillance d'accalmie doit être effectuée après l'introduction d'un inhibiteur SGLT2, je ne sais plus ce qu'on a mis. Et justement, ils ne sont recommandés que chez les diabétiques. Donc, les réponses, c'était les réponses 2 et 3. L'IEC à la radio fait antiprotéinurique, on va reprendre ça tout de suite, et l'assurance académique qui doit être effectuée après l'introduction d'un IEC et d'un ARA2. Sa chose qui est largement connue pour cette réponse 3, voilà, je pense par la plupart d'entre vous. Pour revenir sur ces traitements, vas-y, je peux y aller. Donc, les IEC ou l'ARA2, bon, bien sûr, on les met en première intention chez les patients hypertendus, avec les patients avec une albuminurie également, supérieure à 30 mg par gramme. Et donc, effectivement, on surveille la calémie, la créatinine, la calémie 7 jours après l'introduction. Alors, ça dépend un peu des recommandations. À 5 jours, puis à 10 jours, puis en moyenne, on fait 7 jours après l'introduction. Et on tolère, nous, une augmentation de 10-30% de la créatinine. Ça reste physiologique après l'introduction de ce traitement. Et par contre, il n'y a pas d'indication à un double blocage. Et on peut se poser la question quand la protéinurie est mal contrôlée, mais il y a trop de risques d'hypercalémie, donc on ne fait pas en pratique. Et il faut penser à toujours éduquer nos patients à arrêter temporairement ces traitements en cas de déshydratation importante. Voilà, on leur explique que s'ils ont une grosse gastro, il ne faut vraiment pas le prendre et attendre que l'épisode soit passé avant de le reprendre. Pour les inhibiteurs de la SGLT2, donc voilà, d'après la CAES, il faudrait les introduire en deuxième intention en plus d'un IEC ou d'un ARA2 si on a une albuminurie mal contrôlée malgré un IEC ARA2 à dose max tolérée. Et pour ce qui est de la dapagliflozine, on peut l'introduire jusqu'à 25 ml/min et l'empagliflozine, c'est jusqu'à 20 ml/min. Donc, ils ont d'autres effets, bien sûr, anti-diabétiques et cardioprotecteurs. Et au niveau des effets indésirables, ce qu'on retrouve assez peu fréquemment, finalement, c'est plutôt les infections urinaires, les mycoses génitales. Et on a quand même quelques cas, nous, de patients qui ont fait des hypoglycémies
sous inhibiteur. Et pareil, c'est pour les éduquer à arrêter temporairement en cas de déshydratation importante. Donc, pas seulement utilisé en diabéto, par exemple. Et maintenant, il y a des extensions d'indication, donc grâce à leurs effets, également aussi sur l'insuffisance rénale, on en parle, et l'insuffisance cardiaque également. Alors, je vous ai mis une diapo sur un traitement alors qui n'est pas encore disponible en France, mais pourtant il y a déjà des recommandations HAS. C'est la pynirénone qui est un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Pour l'instant, la HAS, je le recommanderais chez des patients avec un DFG, donc une RC stade 2, qui est pour le coup diabétique, avec une albuminurie non contrôlée sous IECRA2. Et elle pas en monothérapie et pas en association d'inhibiteurs de SGLT2. Et il y a un effet aussi cardioprotecteur. Et par contre, l'effet indésirable, c'est plutôt l'hypercalémie, puisque c'est un anti-aldostérone. Et le risque d'insuffisance rénale aiguë, donc sur bien de l'académie pour le coup. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sera disponible chez nous. Donc là, c'était juste un petit schéma pour rappeler les mécanismes de fonctionnement. Donc l'angiotensinogène transformé en angiotensine 1, puis en angiotensine 2, et l'angiotensine 2 se fixe sur les récepteurs à l'angiotensine. Donc l'IEC, lui, il empêche la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, et l'ARA2, il bloque les récepteurs à l'angiotensine 2. Et la finérenone, donc c'est un anti-aldostérone. Donc les IEC ARA2 entraînent une vasodilatation de l'artère efférente, et ce qui va diminuer la pression intraglomérulaire, et diminuer le risque de glomérulosclérose. Et les inhibiteurs de SGLT2, eux, ils ajustent au niveau du tube contourné proximal, et ils entraînent une vasoconstriction de l'artère afférente, et ils augmentent donc le sodium urinaire, et pareil, diminuent la pression intraglomérulaire et diminuent le risque de glomérulosclérose. Donc ils ont un effet antiprotéinurique. On peut un petit peu travailler. Donc, quelles molécules sont concernées par les problèmes? Alors, il y a un cas, attendez, il faut que je vous mette l'ordonnance. Pardonnez-moi. Parmi, est-ce que ça s'affiche? Voilà, la prescription, je vous rappelle, c'est amlodipine 10 mg, ramipril une fois le matin 2,5, la metformine 2 fois par jour, la pixaban. Pour vous, quels sont les problèmes liés à la thérapeutique dans cette ordonnance, dans ce contexte de MRC? C'est trop. Je peux pas, je sais pas comment on relance. Vous pouvez relancer en cliquant sur le cadenas rouge en bas, tout en bas, pas au-dessus. Cadenas. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Donc Merci. là, il n'y a plus. Voilà. Je cherchais le petit truc. Merci. Allez, on restait sur 15. Qu'est-ce que vous avez dit? Une personne nous a répondu l'amlodipine. Après, une partie, le ramipril. Bon, le gros de la troupe, la metformine. Bon, ça sensibilise. Et une partie, la pixaban. Bon, ça a l'air de questionner un petit peu plus. La réponse correcte, c'était tout le monde, sauf l'amlodipine. Et maintenant, pourquoi, cher docteur? Pourquoi? Non. Alors, attendez, ça continue. On reviendra tout de suite après. Je vais le relancer, vous inquiétez pas. On reste sur cette même ordonnance. On se concentre maintenant seulement sur le ramipril. L'IEC, actuellement prescrit à 2,5 mg le matin. Qu'est-ce que vous pensez faire? Vous avez parlé effectivement du ramipril. Vous avez envie de faire quelque chose? Oui ou pas? Donc vous arrêtez le traitement. Ça vous fait peur selon cette fonction rénale. Vous proposez une substitution vers l'irbesartan, donc un ARA2. Vous augmentez la posologie. Vous diminuez la posologie. Dans ce contexte de MRC, avec cette patiente qui est, qui est donc finalement en évolution et donc petit à petit qui se dégrade. Je ne sais pas si vous mettez fort. Je suis pas trop fort. Qu'est-ce que vous faites? Je tousse, mais je ne suis pas sous IEC. Blague de pharmacie. Tout n'est pas sèche. C'est parti. Alors, arrêt de traitement.
Quelqu'un propose une substitution vers autre chose, une augmentation de posologie, et la plupart nous proposent une diminution de posologie. Ah, c'est intéressant. Alors non, oui, c'est plutôt une augmentation de la posologie. Parce que, bon, rappelez-vous dans le cas, peut-être que vous avez oublié au début, mais voilà, l'hypertension était mal contrôlée et elle avait une albuminurie aussi à plus d'1 gramme. Donc là, les recommandations HAS, elles sont celles-ci. Donc en gros, on met l'IEC ou l'ARA2 à dose maximale tolérée. Donc tolérée sur la tension. Et alors après, dans certains cas, c'est vrai qu'on ne peut pas augmenter non plus parce que sur la tension, ce sera mal toléré ou parce que la fonction rénale va vraiment trop se dégrader. Donc on finira par être limité pour augmenter la posologie. Mais voilà, on essaye toujours d'être à la dose maximale possible pour l'effet anti-hypertenseur et anti-protéinurie. Effectivement, souvent on a tendance dans la MRC, en tout cas nous aussi comme pharmaciens, on a quelques travers parfois où on se dit « Mon Dieu, maladie rénale chronique, fonction rénale qui s'altère, je dois diminuer toutes les posologies, au sens large des molécules ». Eh bien non, pas forcément. Donc voilà, c'est cet exemple-là. Effectivement, tout n'est pas adaptable. Il y a des contextes cliniques qui nécessitent finalement des augmentations de posologie, même dans des contextes de fonction rénale finalement qui s'altèrent. Et au contraire, là, on serait bénéfique. Et on a oublié de vous dire, mais l'inhibiteur calcique, l'amlodipine qu'on avait, et bien sûr, est à maintenir, ce n'est pas contre-indiqué, il n'y a pas de modification, on va plutôt jouer sur le ramipril, cet IEC, pour cet effet, donc sur l'albuminurie. Oui, donc on reprenait sur les questions précédentes. Donc oui, effectivement, il fallait arrêter la metformine puisqu'elle est contre-indiquée si le DFG est inférieur à 30 ml, ce qui était le cas là, dans le cas clinique. Donc là, on avait remis les recommandations du GPR. En alternative, cette patiente, on pourrait lui proposer un inhibiteur de SGLT2 à la fois pour l'effet néphroprotecteur et antidiabétique. Et en pratique, après, on surveillera aussi l'hémoglobine glyquée. Et puis après, s'il faut introduire de l'insuline, on fera appel à nos collègues endocrinologues. Pour ce qui est de l'apixaban, non, il pouvait être poursuivi, mais effectivement, sa dose devait être adaptée, puisque au départ, elle avait 5 mg x 2. Et d'après, selon le GPR, en dessous de 30, c'est 2,5 x 2. Et toujours revoir les indications pour l'apixaban, pour les adaptations de posologie. Voilà, c'est un contexte ici particulier. Concernant maintenant les complications, on va faire pareil encore un petit peu travailler. Maintenant, voilà, on avance dans le cas. Maintenant, on reste un petit peu sur des généralités, sur les complications. On a commencé un petit peu à en parler. Pour vous, quelles sont les complications qui peuvent apparaître au stade d'insuffisance rénale sévère, encore plus importante chez la dialyse? Qu'est-ce que vous en pensez? Anémie, alcalose métabolique, hyperkaliémie, hypercalcémie, hypophosphorémie, hyperparathyroïdie. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? L'anémie, pas de secret, tellement pas de secret que ça c'est facile. Anémie, pas de secret pour tout le monde. Certains nous proposent l'alcalose métabolique, l'hyperkaliémie, pareil, très gros de la troupe, l'hypercalcémie, on a 2 propositions, et un petit peu plus important pour l'hypophosphorémie, l'hyperparathyroïdie. Bon, pas de secret sur l'anémie, l'hyperkaliémie, effectivement, on en a parlé, on va revoir tout de suite. Pour le reste, on va un petit peu plus vous détailler. Attendez, je ne vous ai pas mis le truc qu'il fallait. L'anémie que vous avez là. Ah, bah attends, on a oublié de. On a un clic. Je vous rassure, on a juste un petit clic dans nos réponses. Et le reste, on va le revoir un petit peu plus en détail. Voilà, ici, on revoit ça un petit peu plus en détail avec les complications. Ah oui, c'est bon, vous avez fait une petite correction quand même, et après on va vous expliquer mieux. Vas-y. Donc l'anémie, par défaut de production de l'EPO par le rein, effectivement. Donc non, ce n'est pas une alcalose métabolique, mais plutôt une acidose par défaut d'élimination des ions H+ par le rein. L'hyperkaliémie, vous avez très bien répondu, par défaut d'élimination du potassium par le rein.
Et voilà, je vous ai remis un petit schéma là pour le métabolisme phosphocalcique. En fait, dans l'insuffisance rénale chronique, ça entraîne une hypocalcémie, une hyperphosphorémie, une hyperparathyroïdie. Donc, parce que la vitamine D, elle est hydroxylée en partie au niveau du rein. Et du coup, avec l'insuffisance rénale chronique, il y a un déficit en vitamine D active. Donc, un défaut d'absorption du calcium, puisque la vitamine D participe à l'absorption du calcium au niveau digestif. Donc, une hypocalcémie. Et cette hypovitaminose D et cette hypocalcémie entraînent une hyperparathyroïdie secondaire. Et l'hyperphosphorémie, elle est secondaire à un défaut d'élimination du phosphore par le rein. Et au stade précoce d'insuffisance rénale chronique, l'hyperparathyroïdie entraîne une augmentation du relargage de FGF23 par l'os et qui, paradoxalement, lui, augmente l'expression du phosphore au niveau du rein. Donc, au stade de 3 à 4, des fois, il n'y a pas d'hyperphosphorémie par ce mécanisme-là. Ce schéma, vous pourrez le reprendre un petit peu au calme parce que là, on vous l'explique. On sait que, derrière la preuve, on a souvent l'anémie et l'hypercalémie. Pareil, quand j'avais préparé le cas, j'ai deux revenir sur ce que j'avais dit. Et finalement, on est toujours un petit peu perdu. Voilà, on sait qu'il y a un problème de calcémie, on sait qu'il y a un problème de phosphore, on sait qu'il y a un problème de parathyroïde, mais on ne sait jamais dans quel sens. Donc, avec ce petit schéma, peut-être ça vous aidera à remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Pour un petit peu plus de détails, on va vous les reprendre aussi sur comment ça se passe. Voilà, on a vu le mécanisme, qu'est-ce qui peut arriver comme complication, et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour traiter les complications? Donc, l'anémie, donc les objectifs d'hémoglobine en MRC, c'est entre 10 et 12 grammes par décilitre. Si l'hémoglobine est inférieure à 10, malgré la correction de carence, il faut toujours corriger d'abord les carences, on peut prescrire de l'EPO. Alors, il faut une prescription initiale par les spécialistes. Et maintenant, là, depuis peu, on a aussi les inhibiteurs de l'IFPH. Donc, ça, c'est des traitements qui se prennent per os. Et c'est une prescription par un néphrologue. Et on arrête ou on diminue le PO si l'hémoglobine est supérieure à 13, parce qu'après, il y a un effet pro-thrombogène avec ces molécules. Donc l'acidose, elle se corrige avec du bicarbonate de sodium per os. L'objectif, c'est une réserve alcaline entre 22 et 26 mmol par litre. L'hypercalémie, alors on ne s'inquiète pas tant qu'elle est inférieure à 6, parce que souvent les bilans sont faits en ville, donc il y a un peu d'hémolyse et donc la calémie est un peu faussée. Et on traite au-dessus de 5,5 et pour une calémie faite au laboratoire avec du caïxalate ou du résicali. Pour le bilan phosphocalcique, donc on corrige toujours les carences en vitamine D. En cas d'hypocalcémie, donc inférieure à 2,2, on supplémente en calcium. En cas d'hyperphosphorémie supérieure à 1,5, on introduit des chélateurs du phosphore. Et après, en cas d'hyperparathyroïdie secondaire, on peut introduire un alpha, sinacalcène. Donc ça, c'est prescription d'un néphrologue aussi. Et on ne corrige pas systématiquement l'hyperuricémie, sauf si c'est symptomatique avec des antécédents de gouttes. Dans les autres aspects de la prise en charge, il faut penser à vacciner nos patients, la grippe, le Covid, le pneumocoque. À partir du stade 4, on vaccine contre l'hépatite B s'il y a un projet d'hémodialyse. Et maintenant, on vaccine aussi contre le zona. Donc, quelques mois plus tard, la patiente revient en consultation. Son bilan biologique, donc sa fonction rénale, elle continue de se dégrader. Elle a une carence à 18 maintenant. Donc, elle a une hémoglobine à 17,5, donc voilà, elle commence à être anémique. Il n'y a pas de carence martiale. Elle a une hémoglobine glycée à 7,5. On retrouve l'hyperparathyroïdie secondaire. La réserve alcaline est normale. On a une calcémie aussi qui est normale. Par contre, on a une hyperphosphorémie, une kaliémie à peu près normale. Donc, l'ordonnance qu'on avait ajustée maintenant comprend du ramipril 10, amlodipine 10, de Ikis de 5 x 2. Elle est sous insuline et répaglinite pour son diabète. Elle est supplémentée en bicarbonate de sodium.
Elle a du CB-la-mer 800 mg le midi, du calcidose le matin. On avait introduit de la dapagliflozine et du furoséline. Oui. Alors, en ce qui concerne donc ici l'optimisation qu'on a sur le CB-la-mer, finalement, on n'a pas mis de commentaires particuliers. Un néphrologue, donc le pharmacien peut être là aussi, bien sûr, pour aider. Donc voilà, quelle intervention est-ce qu'on peut faire? J'ai identifié que le CB-la-mer, il y avait peut-être un commentaire à faire par rapport à la prise, par rapport au repas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la prise de CB-la-mer, donc le chélateur du phosphore, est recommandée juste avant le repas, en dehors des repas, pendant le repas, ou alors, peu importe, finalement, la patiente, elle fait ce qu'elle veut, elle la prend quand elle veut, tant qu'elle le prend. On va expliquer, il y a de moins en moins de monde. Restez avec nous. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous répond? Alors, plutôt pendant le repas, plutôt pardon, en dehors du repas, et un petit peu pendant, bon, on ne sait pas trop. Et bien finalement, en fait, c'est pendant le repas. Donc, on vous a remis finalement, c'est la même diapo que tout à l'heure, sauf qu'on a rajouté des petites choses. Donc, oui, le chélateur du phosphore, en fait, il va empêcher l'absorption des phosphates qu'on ingère au moment du repas, donc il faut le prendre en même temps qu'on mange. Voilà, donc à prendre pendant le repas. Et l'autre petite précision au passage, c'est pour les calciques qui sont, eux, à prendre, par contre, en dehors des repas. Voilà, donc une petite optimisation qui est finalement difficile à faire, effectivement, notamment en hospitalier, là, comme ça, d'appeler seulement pour ça, pour faire une intervention. N'empêche que ça a vraiment son impact, surtout pour les ordonnances de sortie. Voilà une intervention donc pour vous rappeler voilà, sur Actiper l'intervention qui était donc et bien voilà, pour le choix de notre problème. C'est un plan de prise qui finalement n'est pas optimal. C'est bien juste la posologie est bonne. On a proposé une optimisation des modalités d'administration auprès du médecin, donc de plutôt favoriser pendant le repas. D'autres petites choses, donc l'Omédide, donc la nôtre, pour en profiter, a proposé, effectivement, dans les établissements, on n'a pas du tout les mêmes chélateurs de phosphore, on se questionne, comment sont les équivalences, c'est toujours compliqué en fonction de l'établissement où on travaille. Donc ici, vous avez une fiche qui est accessible, c'est pas du tout pour vous la redétailler, c'est juste pour vous montrer, voilà, un type d'outil très pratique, avec des recommandations, des équivalences de doses, et donc ce rappel aussi de moments de prise. Autre chose, toujours en termes d'outils, pour nous pharmaciens, ça va être, bien sûr, vous connaissez tous la Société française de pharmacie clinique, et bien il y a plusieurs sous-groupes, plusieurs groupes de travail. Parmi eux, le sous-groupe néphrologie qui a été mis en place depuis 2020. Et dessus, donc, vous avez accès sur la SFPC, on vous invite au passage d'ailleurs à adhérer. Et pour ce sous-groupe, vous voyez, vous avez une petite fiche voilà, qui rappelle un petit peu leurs priorités, les travaux qui sont prévus, les actions qui ont été réalisées. Et il y a par exemple des vidéos qui vous initient justement sur la MRC dont on parle, avec 4 petites vidéos, une introduction sur qu'est-ce que c'est, un premier module sur la prévention et le dépistage, puis l'insuffisance rénale débutante, et finalement elle progresse. Il y a des newsletters, il y a une boîte à outils, bref, voilà, pour vous partager un petit peu des outils pratiques dans le quotidien. C'est pas publié, mais je sais que le groupe de travail a travaillé, c'est le cas de le dire, sur cette espèce de fiche, voilà, pour se dire, ben voilà, qu'est-ce qui est nécessaire pour moi en tant que pharmacien pour pouvoir collaborer avec le néphrologue et pour pouvoir aider à optimiser la thérapeutique avec des connaissances à savoir, je n'en prends pas, sur le rein, les signes cliniques, les différents stades, la prévention et puis les écologies, comme on vient de le voir avec Clarisse. En ce qui concerne la prise en charge, pareil, des rappels avec des choses voilà, vraiment pratico-pratiques, avec un petit peu tout ce qu'on vient de voir sur la répercussion, la progression de cette maladie rénale chronique avec toutes les molécules qu'on a vues ensemble, les molécules néphrotoxiques à éviter, les adaptations de posologie avec par exemple GPR, finalement aussi des recommandations dont on a peu parlé sur l'automédication. Alors, on ne peut pas parler de tout aujourd'hui, mais voilà, par exemple, cette fiche récapitulative vous parle un petit peu des choses sur l'automédication, sur lesquelles on insiste finalement très peu sur ces molécules-là, trop peu d'ailleurs peut-être. Et enfin, la promotion des mesures diététiques, dont vous a fait tout à l'heure des petites choses, mais avec un petit peu plus de détails, pour collaborer également avec les équipes diététiciennes, s'il y a, bien sûr, tout ne repose pas sur nous, mais voilà, des petits outils
pratiques pour nous aider à nous performer pour nos analyses d'ordonnance. En ce qui concerne les activités de pharmacie clinique dans le soin pharmaceutique, alors bien sûr, l'analyse pharmaceutique, on est là pour l'intervention pharmaceutique. Cependant, ne pas oublier que les interventions pharmaceutiques ne sont pas qu'au moment de l'analyse de la prescription, voilà, tac sur table, si je puis dire, mais également dans des process d'éducation thérapeutique du patient, et au contraire, d'ailleurs, souvent dans ces moments-là, dans la planification, bien sûr, du plan pharmaceutique personnalisé pour voir ce qui est nécessaire pour le patient dans son parcours de soins, notamment pendant le bilan de médication, on en parlait. Pourquoi pas, je sais que dans certains établissements, ça se fait participer à une sorte de conciliation médicamenteuse, en tout cas un bilan médicamenteux en pré-anesthésie de transplantation. Alors oui, ça peut se faire bien en amont, au moment de la MRC super, peut-être en dialyse, mais voilà, ça peut être aussi ce moment-là, finalement, en collaboration avec les anesthésistes, pour voilà, faire vraiment un état des lieux actuel avant la transplantation. Pourquoi près de la transplantation? On verra, puisqu'il y a plus de risques d'interaction médicamenteuse avec certaines molécules immunosuppresseurs. Voilà, on a des pharmaceutiques évidemment, et je vous rappelle que tout ça, c'est disponible sur le lexique de la pharmacie clinique de la SFPC, puisque ce sont peut-être pour certains des nouveaux mots. Tout n'est pas utilisé au CHU Clermont-Ferrand. On ne fait pas encore de plan pharmaceutique personnalisé, mais voilà un petit peu les démarches aussi, que je montre aussi à Clarisse au passage, de tout ce qui est possible voilà, pour les activités pharmaceutiques autour des activités en néphrologie et dans tous les services de soins. Voilà pour cette première partie. Je vois que le temps file. On se permet de vous dire qu'on prendra toutes les questions à la fin. Ça sera peut-être plus simple pour pouvoir balayer peut-être des choses. Peut-être des choses aussi qui vont arriver avec des réponses, on va dire, petit à petit. Donc, on continue sur notre petite dame, finalement. Et malheureusement, ça se passe un petit peu moins bien. Et donc, elle va évoluer vers le stade de la dialyse. Un mot qui, finalement, on connaît tous. Certains d'entre nous peut-être connaissent mieux ou moins. Et donc, on va essayer, Clarisse va essayer un petit peu d'éclaircir la dialyse et notamment l'hémodialyse. Donc, la dialyse, bon, une définition, c'est une méthode d'épuration du sang à travers une membrane. Donc, soit le péritoine, c'est la dialyse péritonéale, soit un filtre artificiel qu'on appelle le dialyseur en hémodialyse. Donc, juste pour vous dire que ça existe, donc la dialyse péritonéale, il y a deux types de dialyse. Il y a la dialyse continue qui se fait manuellement par le patient 4 fois par jour, tous les jours, et la dialyse péritonéale automatisée, où là, ils sont branchés sur une machine la nuit. Ceux qui se branchent, tout ça, ils règlent les alarmes, mais c'est la machine qui fait les échanges toute seule. Et ensuite, on a l'autre technique de dialyse, donc l'hémodialyse. Donc, cette fois, la dialyse, donc on prend schématiquement le sang du patient, on le passe dans un filtre et on le restitue au patient. Donc, il y a l'hémodialyse discontinue, donc c'est celle pratiquée par les néphrologues, en fait, c'est en centre de dialyse. Il y a différents types, sous-types d'hémodialyse. Il y a l'hémodialyse conventionnelle et l'hémodiafiltration. On reviendra un peu plus en détail après, et l'hémofiltration. Et par contre, en réanimation, ils font plutôt de l'hémodialyse continue pour que ce soit mieux toléré hémodynamiquement. Voilà. Et pour ceux qui se questionnent, c'est ce HDVVC. Voilà ce que ça veut dire. On coche sur GPR néphro. Et certains, je sais, se questionnent. Et voilà, on a toujours l'HD, l'hémodialyse, et il y a surtout cette HDVVC. Pour ceux pour qui c'est moins parlant, ben voilà, c'est cette fameuse dialyse continue qu'on voit plus souvent en réa. Donc, l'objectif de l'hémodialyse, de la dialyse, pardon, c'est donc d'éliminer les toxines et d'éliminer l'eau quand il y en a trop, et d'équilibrer les électrolytes. Donc, ça mime en gros la fonction excrétrice physiologique du rein, et par contre, ça ne joue pas du tout sur la fonction endocrine, donc la synthèse de PO ou de vitamine D. Il n'y a pas de recommandation sur le type de dialyse sur le type d'hémodialyse ni sur le type de membrane. Et pareil, le choix de la dialyse péritonéale ou hémodialyse, elle est laissée au choix du patient. Il n'y a pas de véritable contre-indication, sauf pour la dialyse péritonéale. S'il y a eu des chirurgies avec effraction du péritoine, là, oui, c'est une contre-indication. Mais sinon, on leur présente les deux techniques et ils choisissent. Donc, le principe de l'hémodialyse,
c'est la mise en contact du sang et d'un dialysat à travers une membrane semi-perméable qui va avoir le rôle de filtre. Le débit, alors le débit de dialysa, oui, c'est plutôt autour de 500 ml minute et débit sang, on est plus à 300-400 ml minute. En dessous, il y a trop de risques de coagulation. Les échanges, ils se font par diffusion, donc du milieu le moins concentré vers le milieu, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, pardon. Également par convection, donc ça c'est des échanges par gradient de pression, donc là c'est l'hémofiltration. Et la combinaison donc de la diffusion et de la convection, c'est ce qu'on appelle l'hémodiafiltration. Et donc là, Claire avait mis un joli petit schéma de patients en hémodiafiltration. Donc, vous avez la ligne rouge, en gros, la flèche rouge, là, c'est le sang qui sort du patient, qui va passer donc, dans le circuit extracorporel, qui passe dans le dialyseur, ou nous, on appelle ça le rein aussi. Voilà. Ça, c'est le rein. Donc là, c'est un schéma d'hémodiafiltration, donc il y a à la fois de la diffusion et de la convection. Donc, il y a les déchets qui sont éliminés là. On fait, comme on va lui faire perdre beaucoup d'eau, là, on fait une réinjection pour compenser les pertes, les pertes volumiques. Et ensuite, le sang est réinjecté au patient. Et bien sûr, on épargne le circuit parce que sinon, ça risque de coaguler. Il faut savoir que la quantité de sang qui est dans le circuit extracorporel, c'est environ une poche de sang, 300-400 millilitres, un culot globulaire. Donc, comment se déroule une séance de dialyse? Donc, d'abord, on rince le circuit, on prépare le dialysat, on monte la machine, le circuit extracorporel, on met le dialyseur. Le patient arrive, on le pèse, on évalue un peu, on prend sa tension artérielle, ça permet d'évaluer sa volémie, de calculer son poids sec. On règle le générateur, la technique de dialyse, on met les paramètres, le temps de dialyse, l'objectif de perte de poids. Et ensuite, on branche le patient donc, sur son abord vasculaire qu'on verra un peu plus loin. On met en route l'anticoagulation du circuit et pendant la séance, on surveille la pression artérielle. Et à la fin de la séance, donc la durée de la séance, oui, est de minimum 4 heures. Il y a eu des études pour montrer, voilà, il faut 3 fois par semaine, 4 heures, c'est le minimum pour améliorer la survie. Ensuite, on débranche le patient. Donc, quand il est sur une fistule, il faut comprimer pendant quelques minutes pour éviter que ça saigne. On contrôle la tension artérielle à la fin et on repèse le patient pour voir si on a atteint notre objectif de perte de poids. Et ensuite, on démonte les lignes et la membrane et on désinfecte. Il y a une désinfection chimique et thermique du générateur. Et il y a un petit mot aussi que vous utilisez de temps en temps, qu'on peut voir dans les comptes rendus aussi, c'est profiter pour faire de l'UF. Oui, l'ultrafiltration. Donc, l'UF, c'est l'ultrafiltration, c'est quand on veut enlever de l'eau. Quand on fait que de l'ultrafiltration, on n'enlève que l'eau au patient. On n'épure pas. Et, c'est un mot des fois qui peut être, voilà, il n'y aura pas d'épuration, donc de faire de l'UF, on le décharge. C'est un mot qu'on voit régulièrement et je sais que certains d'entre vous, comme moi, qui l'ont vécu, ne savez pas ce que ça veut dire faire de l'UF. Donc la patiente, elle arrive, elle est hospitalisée pour une sigmoïdite et on l'a mise, pas de chance, et elle est traitée par ceftriaxone, 1 gramme par jour, donc cet antibiotique, faisant partie de la fameuse famille des bêta-lactamines ou famille des céphalosporines qui n'a pas de secret pour les pharmaciens, mais ok, d'accord. Peut-être c'est la bonne molécule, ok, on ne revient pas sur le choix de la molécule, là on va se concentrer sur, et donc, il faut la mettre quand cette ceftriaxone? Est-ce qu'on la met en début de séance, pendant la séance ou à la fin de la séance? Quel est le moment le plus pertinent pour cette molécule? Est-ce que vous le savez ou pas? Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? À la fin de la séance, 100%. C'est magnifique.
T'as le plus trop facile. Ouais, on a fait trop facile. Donc, en effet, bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'une molécule dialysable? Donc, on a plusieurs indices pour évaluer l'influence de la dialyse sur la pharmacocinétique d'un médicament. Donc, le coefficient d'extraction, c'est le pourcentage de médicaments éliminés du sang à travers le dialyseur. Donc, en dessous de 30%, on parle d'extraction faible. Entre 30 et 70%, c'est une extraction modérée. Et plus de 70%, extraction forte. On a la clairance d'hémodialyse qui représente l'élimination relative à la concentration sanguine en médicaments entrant dans le dialyseur et qui prend en compte le flux sanguin, le débit sang. Et le facteur HD, donc ça c'est un facteur qui a été mis au point il y a quelques années et ça permet de définir la participation relative de la clairance d'hémodialyse par rapport à la clairance corporelle totale des médicaments pendant la séance de dialyse. Et le cut-off, c'est au-dessus de 25%. On considère le médicament comme dialysable et donc il faut l'administrer après la séance. Alors, ces données, pas toutes, mais en tout cas sur le GPR, on peut retrouver si le médicament est dialysable ou non. Voilà. Ici, par exemple. Quand vous ne trouvez pas, parfois, il faut cliquer juste sur la fiche finalement de produit. Et ça vous donne ce qu'en fait, ça met des fois pas de données seulement. Et en fait, vous voyez, quand on clique, on a ce qu'on appelle, je ne connaissais pas ce mot, la chronoposologie. Savoir à quel moment c'est. Et donc, voilà, ici, c'est bien précisé. Souvent, c'est le cas, ou alors ça sera pas fait. Mais voilà, on vous donne la Ceftriaxone, c'est un exemple. C'est surtout pour avoir la réflexion et sur quoi est-ce qu'on se base sur ces outils-là. Autre petite chose aussi, c'était, voilà, il y a un guide qui existe, qui est plutôt pour des patients, alors plutôt patients en soins critiques, mais avec voilà, cette source-là qu'on utilise. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour avoir des petites idées. Donc voilà, je suis extrait la Ceftriaxone, bien sûr, il y a tout. Qui nous parle ici seulement de l'adaptation de la posologie, sans nous préciser, bien sûr, là, parce qu'on n'est pas dans l'hémodialyse, mais à quel moment le faire par rapport à la dialyse. Donc, ça peut donner des sources aussi pour nous aider à répondre. Donc là, c'est pour que ce soit un peu plus visuel pour vous. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ressemble la machine de dialyse. Donc, vous avez le générateur avec l'écran, là où on fait les réglages, vos paramètres, le temps de dialyse, le poids à perdre, le filtre, enfin le dialyseur, le rein, comme on l'appelle, qui est là. Le soluté, donc, pour fabriquer le dialysa à travers lequel va se faire les échanges avec le sang. Le circuit, donc vous avez les tubulures, là, c'est le circuit de circulation extracorporelle et la bord vasculaire, donc là où fonctionne en fait le patient pour prélever le sang. Donc le générateur, voilà, c'est un équipement biomédical qui est composé d'un circuit sanguin, d'un circuit sang, donc sur la façade externe avec les tubulures, c'est là où on voit le circuit extracorporel. Ensuite, il y a le circuit hydraulique à l'intérieur du générateur. Donc, c'est là où est préparé le dialysa à partir de l'eau osmosée, donc c'est de l'eau ultra pure, d'un acide voilà, qui contient les électrolytes et d'une base, donc c'est une cartouche de bicarbonate. Et donc ça constitue le dialysa et c'est ce qui va faire, entre ce dialysa et le sang que vont se faire les échanges. Et donc, l'écran de l'appareil, c'est là où on fait, encore une fois, les réglages. Et donc, ce qu'on vous précisait aussi, c'est que c'est l'équipement biomédical. Voilà, c'est important pour dire tout n'étant pas de la pharmacie. Cependant, vous voyez, on vous l'a présenté. Alors ici, nous, à Clermont-Ferrand, le LCD, c'est notre laboratoire de contrôle. Et donc, l'eau, en tout cas, certains d'entre vous sont d'ailleurs référents souvent sur cette activité-là de contrôle au niveau de la dialyse. Donc, voilà les différents types d'abords vasculaires. Donc, d'abord, la fistule artério-veineuse. Donc, quand on fait de l'hémodialyse, c'est l'abord vasculaire qu'on préconise, qu'on recommande. C'est en gros, on ligature, enfin, on relie une veine et une artère ensemble. Donc, c'est les chirurgiens vasculaires qui font ça. Il faut un petit temps de maturation, au moins de 6 à 8 semaines avant qu'elle soit utilisable, cette fistule. Donc, c'est pour ça que ça s'anticipe la mise en hémodialyse, bien sûr. Et donc, c'est une grosse veine qui va se dilater, qui va s'épaissir et qui va pouvoir être fonctionnée à chaque séance de dialyse et sur lequel on va pouvoir avoir un débit sanguin suffisant pour tourner suffisamment vite pendant 4 heures pour épurer suffisamment.
et le cathéter de dialyse, donc qui est placé dans la veine jugulaire, sous-clavière ou plus rarement au niveau fémoral. Donc, soit il y a des cathéters provisoires qui sont posés plus souvent en réanimation en urgence, quand il faut une dialyse en urgence et que le patient n'a pas de voie d'abord. Et après, il y a les cathéters permanents, donc eux, ils peuvent rester plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce sont des cathéters tunnelisés. Et donc ça, on les met donc, chez les patients chez qui on n'a pas eu le temps de créer une fistule et qu'on met en hémodialyse chronique, ou chez les patients qui ont vraiment un capital vasculaire trop précaire et on ne peut pas faire de fistule. Voilà. Donc, juste pour vous montrer, voilà, c'est le principe le préampli de membrane de dialyse. Donc, elle est semi-perméable, elle doit laisser passer ce qui doit être épuré par l'urin physiologiquement, donc les toxines, l'eau, l'urée. Et par contre, elle retient les cellules sanguines et les grosses protéines. Et elle doit être biocompatible pour limiter la thrombogénicité et limiter le passage des substances toxiques du dialyseur au sang, bien évidemment. Tous ceux qui sont impliqués plutôt sur le dispositif médical, là, vous devez un petit peu plus vous y retrouver, puisque c'est vraiment, voilà, on se détache un petit peu plus sur le médicament, mais c'est aussi d'avoir aussi parlé de, voilà, un petit peu avec plus attention, un petit peu du contenu de la dialyse, c'est aussi, voilà, se dire que dans le métier, en tout cas, du pharmacien, le néphrologue, c'est évident, mais aussi, c'est aussi évident, finalement, du côté du pharmacien, puisqu'on est responsable de produits de santé, pas seulement du médicament. Alors, en fonction de là où on travaille, on est plus impliqué sur quelque chose que d'autres. Par exemple, moi, je suis plus sur le médicament, mais n'empêche que voilà, sans finalement le dispositif médical, la gestion par nos collègues pharmaciens des dispositifs médicaux, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est vraiment, voilà, vous voyez, on a parlé aussi du laboratoire de contrôle, bref, tous ces métiers finalement qui se cumulent avec les missions de chacun, qui nous permettent de travailler ensemble. Et je remercie aussi nos collègues, bien sûr, de la CAMS, du dispositif médical, de leur donner, bien sûr, ces diapositives que je n'ai pas du tout fait seule. Et voilà, on n'a pas pu tout vous mettre, mais on voulait aussi vous mettre une petite intervention sur la membrane de dialyse, chose qui, voilà, qui a été un souci, par exemple, chez nous, assez récemment. Mais nos collègues ne sont pas là pour pouvoir vous faire ce retour d'expérience, mais c'est pour vous dire que voilà, ça va, c'est du produit de santé finalement. L'intervention pharmaceutique ne concerne pas que le médicament, preuve en est avec cette petite partie sur la dialyse. Donc, on revient à notre patiente qui est maintenant dialysée sur une fistule et elle est devenue anurique après plusieurs mois de dialyse. Donc, son ordonnance actuelle, on a toujours la nolipine, l'oramipril, la pixaban, l'insuline, l'orépaglinine, les bicarb, toujours le chélateur du phosphore, un peu de calcium et elle a toujours la dapagliflozine et le furosemide, notamment ce qu'elle avait déjà la dernière. Et alors, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais plus si c'est notre question, mais qu'est-ce qu'il fallait arrêter, je pense, dans le contexte de dialyse? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposez d'arrêter l'amlodipine, le ramipril, la dapagliflozine, le furosémide? Voilà, son ordonnance, mais avec tout ce qu'il y avait d'autre, on vous a pas mis toutes les propositions, on a essayé un petit peu de filtrer la proposition amlodipine, ramipril, dapagliflozine, furosémide, avec un petit peu ce qu'on s'est dit finalement depuis le début, notamment pour la partie MRC, puisque bien sûr, c'est une patiente qui évolue. La MRC évolue sur la dialyse, on reste insuffisant rénal, il y a toujours des choses à optimiser. Juste pour afficher l'intégralité de la question, vous pouvez cliquer sur la petite flèche, la double flèche à droite en haut. Pardon. Voilà, bon, ça fait un peu disparaître le truc, mais ça fait au moins afficher la question. Voilà. Merci. C'est mieux. Effectivement. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ramipril, dapagliflozine, furosémide. Les réponses c'était dapagliflozine et furosémide. Alors, vas-y. Donc, on n'arrête pas de manière systématique les antihypertenseurs une fois que les patients sont en dialyse, bien sûr. Après, parfois, quand on arrive à mieux gérer leur volémie en hémodialyse, ça peut permettre de diminuer, voire d'arrêter le traitement antihypertenseur, mais on ne fait jamais ça de manière systématique dès qu'ils débutent la dialyse. Par contre, voilà, la patiente est anurique, donc effectivement, il n'y a pas d'intérêt de poursuivre les traitements diurétiques. Donc, vous pouvez arrêter la dapagliflozine et le furosémide. Et au niveau de la pixaban, donc lui, on peut le poursuivre en dialyse à la dose de 5x2. Et pareil, pour ce qui est des supplémentations, soit les chélateurs ou les bicarbonates ou le calcium, il n'y a pas d'arrêt systématique. Ça sera fait selon le bilan mensuel pré-dialyse, si on est dans les objectifs fixés.
Voilà pour cette partie plutôt axée sur le dispositif médical, on va dire pour nous, mais bon, voilà, pas que. Et notre patient, bon, bah, voilà, sans surprise, l'histoire voilà, évolue plus favorablement et on va parler un petit peu plus de transplantation rénale. Donc, l'intérêt de la greffe, c'est bien sûr d'éviter la dialyse et donc ainsi d'améliorer sa qualité de vie, mais aussi bien sûr d'améliorer la survie en limitant les complications cardiovasculaires notamment. Mais par contre, la greffe, c'est pas anodin et il peut y avoir des risques liés à la chirurgie et à l'anesthésie. Il y a un traitement immunosuppresseur, donc prendre à vie du greffon après la greffe, bien sûr. Donc, ce traitement peut entraîner une augmentation du risque de cancer, d'infection. Et donc, il y a un risque lié aux infections aussi avec les traitements immunosuppresseurs. Donc, juste pour vous parler rapidement des types de greffes, donc il y a les greffes à partir d'un donneur vivant. Donc, il faut que ce soit quelqu'un de. C'est pas forcément un apparenté, mais il faut quelqu'un qui a un lien fort depuis au moins 2 ans prouvé avec le receveur. On peut faire de la greffe ABO incompatible depuis quelques années et il y a aussi de la possibilité de dons croisés. Donc, c'est par exemple un couple qui le mari veut donner à sa femme, mais il n'est pas compatible. Et on trouve un autre couple où, pareil, les 2 personnes ne sont pas compatibles entre elles et on croise les donneurs avec les receveurs. Et après, les autres greffes, c'est le plus classique à partir de donneurs cadavériques. Donc, les patients sont inscrits sur une liste nationale d'attente de greffe qui est gérée par l'Agence de la biomédecine. Et ensuite, quand il y a un greffon, il est attribué selon la compatibilité HLA, l'âge, la localisation du greffon, la durée de dialyse et le temps d'attente sur liste. Et là, c'est par contre des greffes isogroupes. Donc, pour les patients, bien sûr, qui sont en attente avant de les inscrire, il faut leur faire un bilan pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication à la greffe. Donc, pour évaluer la faisabilité chirurgicale de la greffe, s'assurer que la survie du patient et sa qualité de vie ne seront pas compromises par la transplantation. S'assurer que la survie du greffon rénal ne sera pas limitée par un décès précoce du receveur. Il faut éliminer les comorbidités préexistantes. Identifier les mesures à prendre pour limiter les complications péri- et post-opératoires. Et on évalue aussi le risque immunologique, bien sûr, et les obstacles immunologiques. Donc, les contre-indications formelles d'après l'HAS, donc on ne greffe pas au-delà de 85 ans. Les comorbidités cardiovasculaires contre-indiquant une AG, donc une FEVG inférieure à 35%. Les comorbidités respiratoires sévères, bien sûr, tout ce qui est cancer hémopathie qui ne sont pas en rémission, on ne peut pas greffer, une maladie infectieuse non contrôlée non plus. Un IMC supérieur à 50, c'est une contre-indication. En dessous, ce n'est pas une contre-indication formelle, entre 30 et 50, ça sera à l'appréciation du chirurgien. Les troubles psychiatriques non stabilisés, bien sûr. La démence, oui, c'est une contre-indication. Les dépendances, alcool ou toxicomanie. Et bien sûr, le refus du patient après information claire. Donc, dans le bilan pré-greffe, il y a un bilan urologique avec un scanner abdominal pour voir les axes iliaques sur lesquels on branche les artères du greffon, un bilan cardiovasculaire. On recherche une néoplasie, donc en fonction, donc chez les femmes, il y aura un bilan gynécologique. Après 50 ans, on demande une mammographie. Quand il y a des antécédents familiaux, on demande une coloscopie. PSA chez les hommes depuis plus de 50 ans. Maintenant, on fait chez tout le monde le scanner thoracique, pas que chez les fumeurs. On recherche des foyers infectieux, il faut qu'ils voient le dentiste, ORL. On fait un bilan pulmonaire chez les patients tabagiques avec des EFR. Et après, il y a un bilan sérologique et immunologique. Donc, là, c'est pour vous montrer comment ça se passe au CHU de Clermont, mais bon, je pense que c'est pareil dans tous les CHU. Donc, nous, ils ont une demi-journée dédiée où d'abord, ils voient nos infirmières, les patients en attente pour inscription, qui rappellent voilà, le déroulement de l'appel de greffe,
l'hospitalisation, voilà, tout le déroulé. Elles font un test de bec pour évaluer le risque de dépression chez nous. Ensuite, ils voient l'anesthésiste et ensuite, on fait une consultation commune avec un neurologue, un néphrologue, où on s'assure que tout le bilan est à jour et qu'il n'y ait pas de contre-indication. Et si tout est, on répond aux questions bien sûr du patient. Et si tout est OK, on les inscrit sur liste. Et voilà, la différence qu'il peut y avoir selon les centres de greffe, je vous disais, c'est peut-être l'intervention parfois en consulte de pré-anesthésie d'un pharmacien pour faire un bilan médicamenteux le plus complet possible, pour que, vous voyez, ensuite, ça puisse descendre, que la connaissance puisse descendre le plus possible jusqu'au néphrologue et jusqu'à la prescription qui sera faite voilà, aussi en termes de bilan médicamenteux jusqu'à, bien sûr, l'automédication, bref, le bilan médicamenteux le plus complet possible avec les habitudes finalement du patient. Alors, d'après vous, est-ce qu'une néphrectomie, elle est systématiquement nécessaire avant de faire une greffe? Oui ou non? Là, vous voyez, on ne sera pas tout le temps sain comme ça. Et... quelques instants. Pour faire de la place, c'est vrai. Hein, parce que je me disais, voilà. Je bloque. Allez, hop. Non, super. Eh ben, écoutez, moi je vous avoue, quand j'étais interne, non mais félicitations parce que félicitations, c'est parfait. Mais c'est quand j'étais interne, c'est vrai que je m'étais beaucoup questionnée au début d'internat parce que je trouvais ça étrange qu'il n'y ait pas systématiquement de néphrectomie avant de faire une greffe rénale. Ou alors pourquoi est-ce que voilà, peut-être que le rein finalement, voilà, je pensais même pas à l'atrophie quoi finalement de non-fonctionnalité, mais qui pouvait éventuellement s'abîmer ou être en tout cas nécrosé, ça m'avait pas questionné. En tout cas, les externes en pharmacie à qui je viens de faire le cours, eux, donc vous voyez, voilà, c'était avant finalement, n'étaient pas du tout au courant, donc là je sais que ça va être l'information de l'apéro du soir. Donc voilà, on vous a mis un petit schéma pour vous montrer. Donc effectivement, le greffon, le transport, il n'est pas mis en position anatomique des reins natifs, il est mis en fosse iliaque, plus souvent en fosse iliaque droite, mais aussi à gauche. Et les vaisseaux sont branchés sur l'artère iliaque externe du receveur et l'auteur est branché sur la vessie. Donc là, c'est juste pour vous montrer quelques données pour vous montrer qu'il y a beaucoup de monde finalement qui attend. Donc là, c'est les données de 2022. Donc on avait plus de 10 000 patients en MRC et en dialyse avec 51 000 patients. Donc une grosse majorité en hémodialyse, DP 6%. Et donc, il y a eu 434 greffes. Je pense. Et les patients porteurs d'un greffon au 31 décembre, voilà, c'était, il y en avait 41 000. Et donc, voilà, pareil, beaucoup plus de donneurs cadavériques que de donneurs vivants. Et 434, je sais pas. Je sais plus, en fait, excusez-moi. C'est un nombre de greffes de dingue. Et voilà, donc non, ouais, il y a environ un peu plus de 3 000 greffes par an, mais il y a 93 000 patients traités pour insuffisance rénale chronique terminale. Prendre un petit peu sur les immunosuppresseurs, puisque souvent on les connaît, on peut en citer, mais on ne sait finalement pas exactement qu'est-ce qui est utilisé où, notamment dans la greffe rénale, puisque les immunosuppresseurs sont finalement utilisés dans plein de maladies, des maladies auto-immunes finalement, et même dans les greffes. Donc ici, dans les transplantations ou dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques, ce ne sont pas les mêmes molécules qui sont finalement utilisées. Pour faire un petit rappel, je ne sais pas comment est-ce que je l'ai mis, mais en gros, donc, je vous rappelle donc, la cellule présentatrice de l'antigène qui dit coucou, voilà, je vous présente donc cet antigène, ce corps étranger, un Covid, une grippe, peu importe, dans un premier temps. Et pour faire, donc, le but, c'est de synthétiser notamment l'interleukine 2, ce médiateur chimique qui va alerter tout le monde pour dire
tous les lymphocytes, mais bien sûr la défense immunitaire, mettons-nous justement en alerte pour détruire ce corps étranger. Le signal, donc 1, c'est ce signal finalement de reconnaissance qui va activer le lymphocyte T. Ce signal 2, qui est le signal de co-stimulation. Il y a le signal numéro 3, effectivement, qui manque un petit peu de progression cellulaire, quoi. Et il y a aussi des signaux 4 dans certaines biblios qui concernent donc, tout ce qui est prolifération clonale. Comment ça se passe? Je crois que j'ai mis prépare là. Donc, on a l'intervention notamment de la calcinurine. Ici, on a les facteurs de transcription qui entrent en cycle cellulaire. Et le but, c'est de synthétiser de la protéine, pour l'interleukine 2, entre autres. Également, par exemple, synthétiser le récepteur de l'interleukine 2 pour que cet interleukine 2 puisse ensuite aller se refixer sur les lymphocytes T. Et c'est ce qu'on appelle le CD25 qui va pas mal nous intéresser. Et donc, on va voir ici, donc voilà, ça c'est la cascade finalement habituelle, si je puis dire. Et donc, le but ici, ça va être de tolérer notre greffon. Donc ici, c'est notre ami. Notre corps, il ne peut pas dire tout ça c'est un antigène, mais attention, ça c'est un antigène, mais en fait, c'est pas un antigène parce que lui, en fait, c'est ton ami, donc il faut le tolérer. Non, le corps, c'est tout blanc, tout noir. Donc, on ne pourra pas faire ça finalement sans molécules chimiques. Et donc, ça va être l'association de plusieurs molécules qui vont, donc ici, aller bloquer des intervenants finalement dans cette réponse de synthèse de ces médiateurs qui va nous intéresser ici, qu'on va bloquer petit à petit. Notamment donc, la calcinurine. On va bloquer donc, la calcinurine, les inhibiteurs de la calcinurine. On reviendra sur ces molécules-là, notamment donc, le tacrolimus que vous connaissez et la cyclosporine, finalement un petit peu moins utilisée dans la greffe rénale, qu'on voit peut-être un petit peu plus sur la greffe cardiaque notamment et bien sûr sur les greffes de cellules souches hématopoïétiques. Deuxième cible qui nous intéresse beaucoup, ça va être donc, bien sûr cette réplication au niveau du cycle cellulaire, notamment au niveau des bases puriques avec les antipurines, notamment le mycophénolate mofétyle sous le nom de CELCEP, qu'on connaît un petit peu plus, et son sel, avec cette formule gastro-résistante, le mifortique, et celui qu'on... C'est un petit peu, on ne sait pas où il marche, mais on sait qu'il marche, bien sûr, ce sont les corticoïdes qui fonctionnent, on l'a prouvé dans de nombreuses pathologies, mais ici, bien sûr, qui ont un rôle essentiel. D'autres molécules qui sont finalement utilisées, ici, dont on va un petit peu moins parler, parce qu'on ne peut pas parler de tout aujourd'hui, mais on a notamment l'anti-CD28, le bêta-tacept, qu'on verra, utilisé notamment dans des contextes de toxicité aux anticalcinurines comme une alternative. Les inhibiteurs de mTOR, que vous connaissez, les vérolimus notamment, qu'on utilise plus que le sirolimus dans la greffe rénale. Et enfin, donc l'anti-CD25 dont on parlait, donc ce récepteur de l'interleukine 2, qui est un anticorps monoclonal, qui est appelé le basiliximab. Autre molécule qu'on reverra également, qui, pareil, on ne sait pas où est-ce qu'elle marche exactement, mais on sait qu'elle marche, c'est la thymoglobuline. Voilà pour vous donner un petit peu cette petite synthèse. Donc voilà ce qu'on va bloquer. On peut tout bloquer, mais celle qu'on va utiliser principalement, notamment en post-greffe immédiat, ça va être donc une anticalcinurine, de préférence du tacrolimus, on le verra, associée à des corticoïdes, associée aux antipurines, notamment le mycophénolate mofétyle. Voici le schéma un petit peu plus complet que vous pourrez reprendre dans le détail au calme, si je puis dire. Les recommandations du KDIGO, c'est ces recommandations-là qui sont utilisées avec donc, une phase d'induction. Elle est pour vraiment détruire l'immunité avec toujours une association d'immunosuppresseurs, soit de la thymoglobuline, soit du basiliximab, cet anticorps monoclonal, donc anti-CD25, le récepteur notamment de l'interleukine 2. Et c'est associé aux molécules classiques qui sont les trois molécules qu'on vient de voir, donc un anticalcinurine, un antipurine et les corticoïdes. Les patients, en tout cas au CHU Clermont-Ferrand, sont pris dans un premier temps dans le service de réanimation médicale, le MIR, et ensuite, quand ça s'améliore, ils viennent ensuite dans le service de néphrologie. Mais c'est des choses, par exemple, même au sein du CHU Clermont-Ferrand, qui vont changer avec la création future d'un service de soins intensifs de néphrologie directement en néphrologie. Donc, les organisations dans les hôpitaux, quand vous nous écoutez, sont différentes, mais en tout cas, la thérapeutique, elle ne change pas. Et dans un second temps, ensuite, on aura la phase d'entretien. Donc, on pourra se passer de cette molécule initiale, soit thymoglobuline, soit basiliximab associée aux trois immunosuppresseurs. Et donc, cette phase d'entretien, elle, à cette association des trois immunosuppresseurs dans un premier temps, va éviter le rejet de l'organe, donc ici notre greffon rénal, à long terme. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on garde les immunosuppresseurs pendant toute la vie de notre greffon. Cependant, les associations de ces molécules-là peuvent être amenées à changer. Par exemple, les corticoïdes ne sont pas toujours présents pour les patients tout au long de la greffe et il y aura peut-être des modifications selon la tolérance, les effets indésirables, les objectifs qui sont finalement fixés pour chacune de ces molécules. Une question donc, à propos des anti-rejets. D'après vous, est-ce que le tacrolimus est toujours pris en prise 8h-20h? Est-ce que le mycophénolate mofétyle, que vous connaissez peut-être plutôt sous le nom de CELCEP, peut présenter comme effet indésirable des tremblements des mains?
Le tacrolimus peut désorganiser un diabète. Le pamplemousse est contre-indiqué avec les immunosuppresseurs. Et enfin, on prend le tacrolimus pendant le repas. Que pensez-vous de ces propositions? Quelles sont les justes d'après vous? Je vais relancer. Hein. On laisse encore quelques secondes. Allez, qu'est-ce que vous nous proposez? Le tacrolimus est toujours en prise 8h, 20h. Le mycophénolate peut présenter comme effet indésirable des tremblements de main. Donc ça, on a plusieurs qui ont répondu. OK. Le tacrolimus peut désorganiser un diabète. Le pamplemousse est contre-indiqué. Là, on a quand même pas mal de monde qui a répondu. Et on prend le tacrolimus pendant les repas. Alors, quelles étaient les réponses justes? Finalement, eh bien, ça va être seulement que le tacrolimus peut désorganiser un diabète. Oui, c'est l'un de ses effets indésirables, si je puis dire. Le pamplemousse est contre-indiqué avec les immunosuppresseurs. Ça, souvent, effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît et qui est totalement déconseillé. Et on va voir tout de suite eh bien, quelles étaient les autres réponses, finalement, pour les anticalcinurines, donc ce tacrolimus et le mycophénolate mofetti. Alors, pour les anticalcinurines, je vous le disais, je ne vais pas trop insister sur la cyclosporine, finalement, qui est assez peu utilisée désormais dans les contextes de greffe rénale. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'équivalence 1 pour 1 en IV, puisque beaucoup se questionnent. Et en plus, cette équivalence du péros à l'IV dépendra du type de greffe. Donc attention, je vous alerte là-dessus, puisque c'est déjà... En ce qui concerne le tacrolimus, attention, deux types de formes. La forme à libération immédiate, prographe, ou adoporte, étant 2 prises par jour. Pareil, attention, il n'y a pas d'équivalence entre ces deux formes, entre le prographe ou l'adoporte. Donc, il faut garder la spécialité. Finalement, c'est rare qu'on parle de spécialité dans nos présentations, mais c'est vrai que là, c'est important. Et c'est pour ça qu'en tout cas, au CHU Clermont-Ferrand, tout est référencé chez nous pour justement éviter le switch et éviter finalement cette équivalence qui n'est pas loin hein, du 1 pour 1, mais ce n'est pas du 1 pour 1. Il existe également une autre forme, le modigraphe, qui est en granulé, plutôt utilisé pour des petites posologies, notamment en pédiatrie. Et les formes à libération prolongée, sous le nom de alvagraphe ou enversus, où là, c'est une prise par jour. Et pareil, il n'y a pas d'équivalence directe entre l'alvagraphe et l'enversus, donc il faut faire très attention lors des dispensations et des validations pharmaceutiques qui sont faites. Et en IV, pareil, il n'y a pas d'équivalence puisque le tacrolimus existe aussi en formulation injectable. Et attention, pas d'équivalence du tout, c'est pas du tout du 1 pour 1 en IV. Pareil, ça dépend bien sûr aussi du type de greffe, mais pour la greffe rénale, on sera plutôt sur un rapport de 1 sur 5. Les effets indésirables, alors il y a des communs à la classe des anticalcinurines. Alors le comble, bien sûr, c'est que c'est très néphrotoxique. Donc là, on se dit, ouais, eh bien, effectivement, eh bien, c'est justement eh bien, le comble de l'immunosuppression dans le contexte de greffe rénale. Les tremblements dont on parlait, ce qui répondra donc à la question tout à l'heure, notamment les tremblements des mains, sont plutôt associés au tacrolimus. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même très fréquemment dès la réanimation et ensuite en néphrologie. Et c'est pour ça que ça tâtonne finalement au début pour trouver la bonne posologie minimale efficace pour le patient avec les objectifs qu'on s'est fixés. Des troubles notamment digestifs, à type de diarrhée qui peuvent être liés complètement aussi à autre chose, mais aussi qu'on peut retrouver associés à ces molécules. De l'hirsutisme plutôt associé à la cyclosporine. Une photosensibilité, ça c'est quelque chose de commun à tous les immunosuppresseurs. C'est pour ça qu'il est recommandé, on ne reviendra pas beaucoup dessus, donc j'en profite là pour bien recommander aux patients une protection solaire adaptée. Également, déjà juste par les habits hein, les patients doivent se couvrir, porter un chapeau, toujours leur dire attention à l'exposition, notamment des oreilles, et pas seulement nos habits, seulement nos amis les chauves. Il y a également les femmes qui ont des couettes. Et donc ça, souvent, les femmes, elles disent toujours oui, mais en éducation thérapeutique du patient, on peut être amené un petit peu rigoler là-dessus. Mais voilà, vraiment, pas lâcher l'affaire, bien sûr, sur la protection solaire, entre autres. Et enfin, inducteur de diabète. Et donc, on le connaît beaucoup pour les corticoïdes, sur lesquels on verra, mais également le tacrolimus, notamment, peut désorganiser un diabète. Or, comme on l'a vu, souvent, les patients sont également diabétiques en arrivant. Donc oui, c'est un inducteur de diabète, mais ça peut surtout le désorganiser. Il y a d'autres effets indésirables, nous vous donnons bien sûr là les principaux. Ces molécules, les anticalcinurines, les immunosuppresseurs, souvent au sens large, mais les anticalcinurines sont des molécules à marge thérapeutique étroite. Donc, on va suivre une cyclosporinémie et donc, plus intéressant pour nous, tacrolémie et les objectifs.
Ils sont fixés selon le délai post-greffe, selon le patient et selon l'état d'immunité. Effectivement, on n'aura pas le même objectif si on a un patient qui arrive en néphrologie et qui arrive avec une infection, notamment une infection de son greffon, une infection à cytomégalovirus ou d'autres types de choses, où bien sûr, là, l'état d'immunité, le patient sera déjà finalement plus sujet à faire des infections. Donc, on va pas garder les objectifs qu'on avait initialement, on va les baisser pour essayer d'éviter que le patient peut-être développe d'autres infections et que cela s'aggrave. Pour les antipurines, donc le mycophénolate mofétyle, donc vous connaissez souvent sous le nom de Cellcept, qui existe en forme orale et en forme injectable. Là, par contre, il y a du 1 pour 1. Ça existe également en solution buvable. On fait très attention à la manipulation puisqu'il y a une toxicité à la manipulation. Souvent, c'est fait d'ailleurs parfois à la pharmacie. À ne pas confondre avec son cousin, son sel, le sel de mycophénolate mofétyle, qui est le Myforti, qui est une forme gastro-résistante, qui était finalement censé donner un petit peu moins d'effets indésirables à type de troubles digestifs. Et finalement, l'effet indésirable qu'on retrouve essentiellement, ça va être des troubles intestinaux, un type de diarrhée, et également des anomalies de la formule sanguine, qui sont des antipurines. Et donc, on peut retrouver des anémies, des leucopénies, des thrombopénies. Aussi, une petite chose, attention à la confusion entre ces molécules-là. Parfois, on voit du mycophénolate mofétyle sans précision. Ce qui peut un petit peu orienter, c'est aussi la posologie ici, puisque le Cellcept est dosé en 500 mg et le Myfortic en 180 ou 360 mg. Donc, ça peut un petit peu aider. Dans les deux cas, pardon, je vais le dire pour le Myfortic, mais c'est également 2 prises par jour. Les antipurines sont aussi des molécules à marge thérapeutique étroite. Alors, le suivi n'est pas le même. Ce n'est pas une concentration qui est dosée résiduelle, mais c'est suivi par une aire sous la courbe. Donc, les patients viennent bouffer. C'est un suivi qui est beaucoup moins fréquent, plus lourd, avec des réadaptations de posologie qui sont donc beaucoup moins fréquentes. Effectivement, un patient qui vient de se faire greffer, c'est dur pour lui, effectivement, au début, comme je vous dis, on tâtonne un petit peu, on essaie de tâtonner au maximum pendant l'hospitalisation, mais c'est finalement une hospitalisation qui est courte pour la greffe rénale, à la différence de la greffe cardiaque, la greffe pulmonaire, la greffe hépatique, où ce sont des prises en charge beaucoup plus longues, finalement, on en est sur parfois quelques jours. Oui, pour les patients. 7 à 10 jours d'hospitalisation en moyenne. Donc voilà, le temps de tâtonner, effectivement, le patient aura des réadaptations à faire, surtout qu'il a un suivi néphrologique très important après. Enfin, les corticoïdes, je passe très rapidement, non pas que ça soit du tout pas important, au contraire très important, mais ce n'est pas le but aujourd'hui d'aller débattre finalement sur les corticoïdes. Bien sûr, c'est des formes injectables au début, bien sûr, en post-greffe immédiat et avant, avec des fortes posologies. Et ensuite, on sera sur de la prednisone en oral pour la phase d'entretien avec une petite posologie. Petite posologie, on a 10 mg, 5 mg par jour. On n'est pas du tout sur des posologies qu'on peut voir dans d'autres pathologies. Pas du tout. Et prise le matin, bien sûr, pour suivre le cycle nictéméral. Les effets indésirables, on ne revient pas trop dessus. Ce n'est pas trop l'objectif aujourd'hui parce qu'on les connaît bien dans d'autres pathologies. Prise de poids, une hypertension, un ulcère gastro-duodénal et encore pas à lui seul, ce qui va être toujours le débat de la prise d'IPP ou pas. Le diabète, bien sûr, induit. Donc, vous voyez, là, hop, alerte également. On a une prise de corticoïdes quotidienne avec la petite posologie. Du tacrolimus, on avait dit aussi que c'était à risque de diabète. Vous voyez, donc ça va être vraiment un sujet. Et puis ensuite, tout ce qui est surveillance ostéoporotique et j'en passe. La science biologique, donc voilà, juste pour revenir, voilà. Donc on parle bien d'une zone thérapeutique avec ces molécules à marge thérapeutique étroite, notamment le tacrolimus avec une tacrolémie et les antipurines, donc avec les AUC. Et donc chaque immunosuppresseur, chaque patient et à son immunosuppresseur qui lui est propre, à sa zone thérapeutique qui lui est propre. Et donc, il y a des dosages qui sont faits réguliers qui permettront de réadapter la posologie. À la différence des AVK où les patients sont finalement très autonomes finalement dans leurs adaptations de posologie, ça sera quand même moins le cas, voire pas le cas pour les patients en greffe rénale. Pour les posologies, comme je vous le disais, donc c'est un petit peu comme finalement les attentes d'objectifs résiduels ou tout. La posologie, elle sera adaptée à chaque patient selon également le délai post-greffe, l'état clinique du patient. Et donc, ça s'adaptera finalement au dosage pharmacologique. Donc, attention à ne pas adapter effectivement les posologies à la fonction rénale, exactement comme on le dit finalement depuis le début. Ça fait partie des molécules où là, non, ça sera vraiment le dosage pharmacologique. Et donc, attention, bien sûr, aux situations septiques où les objectifs de résiduels ne seront sûrement pas les mêmes. Pour la gestion des prises, on vous avait proposé dans le cas clinique en disant le tacrolimus est en prise 8h-20h. Certains d'entre vous avaient répondu oui, effectivement.
Alors, chacun fait ce qu'il veut. Finalement, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait 12 heures d'intervalle entre les deux prises pour les molécules qui sont concernées, sauf si c'est bien sûr une prise par jour. Et pour les 2 prises par jour, souvent, le schéma est en 8h, 20h, mais chacun fait ce qu'il veut. On a 7h, 19h, 9h, 21h, comme ils veulent. En tout cas, ce qu'on recommande au CHU Clermont-Ferrand, et j'insiste, seulement au CHU Clermont-Ferrand, c'est de prendre les traitements dans les mêmes conditions. Donc, au même moment de la journée, et dans les mêmes conditions alimentaires. Si le patient a décidé de faire en dehors du repas, il fera toujours en dehors du repas. S'il a décidé de faire pendant le repas, il fera toujours pendant le repas pour que les dosages soient surtout reproductibles et qu'on puisse les interpréter. Pour les oublis de prise, généralement, c'est 6 heures. Pour les oublis de prise classiques, pour les formes à libération immédiate, et 12 heures pour les formes à libération prolongée. Pour les vomissements, 30, 60 minutes finalement. Le CF7 est une molécule qui est énorme. Donc, effectivement, il suffit également parfois de regarder. C'est horrible. Vu l'heure, je me dépêche avant que vous alliez manger. Et bien sûr, ne jamais doubler la prise suivant pour compenser, chose qu'on dit bien sûr tout le temps. Voilà une petite étude qu'on a menée avec le CHU de Rennes. C'était très sympa à faire, puisque au détour finalement d'un congrès, on s'est questionné avec une collègue pharmacienne, Astrid Ball, de se dire mais toi tu dis quoi finalement? Et elle me dit non, pour le tacrolimus, nous au CHU de Rennes, c'est toujours en dehors des repas, 30 minutes avant le repas. Donc débat, on s'est dit attends, mais toi tu dis ça comme ça, et vous dites quoi, Poitiers, toi tu dis quoi, où? Bref, finalement, en fait, on a décidé de faire cette petite étude, quoi, finalement. Alors, pas spécifiquement sur le pharmacien, mais sur les choses qui sont dites pendant les activités d'éducation thérapeutique du patient, donc néphrologue, infirmière, nutritionniste et autres intervenants, dont les pharmaciens. Donc, il y a plusieurs choses, hein, bien sûr, dans cette étude, et notamment, vous voyez, sur les immunosuppresseurs, ben voilà, on ne dit pas la même chose sur les doses oubliées. Il y en a qui disent 8 heures, d'autres qui disent 4 heures, d'autres qui disent 6 heures. Pour les vomissements, pareil, il y en a qui disent 30 minutes, d'autres 1 heure. Voilà, sur les prises, je ne vous l'ai pas mis, de tacrolimus, pareil, il y en a qui disent, d'autres qui n'osent pas. Et également sur les thèmes finalement qui sont abordés. Vous voyez, donc ce sont tous les centres qui avaient répondu. Ici, avec 25 centres qui avaient répondu, vous voyez, finalement, tous les thèmes ne sont pas abordés. Il y en a qui parlent de la sexualité, ce n'est pas forcément un sujet systématique. Vous voyez, la protection solaire était finalement quelque chose de très peu abordé. Le rejet de greffe, voilà, des choses comme ça. Par contre, voilà, medications, donc les immunosuppresseurs sont abordés très largement, mais voilà, le contenu n'est finalement pas le même en fonction du centre où on est. Donc, c'est un travail d'harmonisation qu'il faut qu'on mène. Mais voilà, je vous réponds seulement pour le CHU Clermont-Ferrand parce que je sais que c'est un sujet de questions qu'on nous a déjà posées finalement d'avance aussi là pour cette présentation. Et voilà, ça peut répondre. Nous, voilà, chacun fait ce qu'il veut pourvu qu'il prenne finalement. Pour les interactions alimentaires ou médicamenteuses, pamplemousse, sans surprise. Pareil, cette liste-là, elle fait partie aussi des choses. On ne dit pas du tout tous la même chose. Peut-être là, vous qui nous écoutez, vous ne dites pas la même chose. L'orange de Séville, le pomelo, l'orange sanguine, la carambole, le millepertuis, ça par contre, souvent on le dit tous. Donc cette liste, comme je vous le mets, peut être différente effectivement selon les centres. Il faudrait donc que la Société française, finalement la SFNDT, finalement statue, ou la Société française de transplantation aussi qui statue finalement pour se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, une autre étude a été menée sur le cannabis et le CBD avec donc un risque d'interaction médicamenteuse. Donc maintenant, ça fait partie aussi de nos entretiens, lors de nos entretiens pharmaceutiques, des questions ou des rappels qu'on fait auprès des patients. Et en règle générale, pareil, des choses sortent sur les agrumes, en règle générale, notamment les clémentines. Si vous faites partie de ces personnes qui, comme moi, s'enfilent 3 clémentines pendant tout l'hiver, matin, midi, soir, et bien effectivement, voilà, ce qu'on va leur dire surtout de veiller aux consommations excessives, chose effectivement, hein, vous vous reconnaissez, je suis sûre, certains d'entre vous dans ce que je dis. Et voilà, ça va être un petit peu finalement comme les AVK. Rien n'est interdit en ce qui concerne les agrumes et les clémentines. Cependant, on va leur dire de bien varier les fruits et d'éviter de faire voilà, une semaine où j'ai mon filet de clémentine et finalement tout prendre à ce moment-là. Donc, varier là-dessus. Par contre, les premières choses sont par contre contre-indiquées. Vraiment, on leur dit de ne pas les prendre, tout ce qui concerne le pomelo, la carambole et compagnie. On demande donc toujours aux patients de lister leurs médicaments qu'ils prennent, donc d'où l'intérêt de l'activité de conciliation médicamenteuse ou de bilan de médication, avant la greffe pour connaître finalement leurs habitudes de prise médicamenteuse, mais aussi leurs habitudes alimentaires et également d'automédication ou de prise de cannabis ou de CBD. Et comme je vous le disais, bien sûr, les immunosuppresseurs sont des molécules à marge thérapeutique étroite, donc elles seront bien sûr sensibles aux inducteurs ou aux inhibiteurs enzymatiques, d'où la nécessité de suivi biologique régulier. Pour le cas, donc cette dame, elle a été dialysée, elle a 2 ans de dialyse et alléluia, elle est appelée à la greffe et donc la transplantation, elle se passe bien. On est en post-op immédiat,
on est au MIR, donc on va dire qu'on est chez nous, c'est notre parcours classique, hein, et elle est en train de faire une poussée hypertensive. En réanimation médicale, son traitement comprend donc de l'albagraphe, tacrolimus, albagraphe 1 mg, 2 mg le matin, 2 mg le soir, du Celcept, 500 mg, 2 comprimés le matin, donc 1000 mg le matin, 1000 mg le soir, de la prénisone 20 mg, un le matin, du valganciclovir seulement les mardis et les vendredis, du lansoprazole 15 mg le matin, de l'enoxaparine en prévention en MIR, et qu'est-ce qu'on a mis? Un pouce de nicardipine, et puis également le pouce d'insuline, puisque bien sûr, là, pour cette dame, ça s'est un petit peu désorganisé, son diabète, si vous nous avez suivis. Voilà, on va essayer de faire les choses bien en réanimation médicale. Est-ce que les choses sont si bien faites en réanimation médicale? C'est une autre question. Alors, le pharmacien, il a détecté une interaction médicamenteuse avec le tacrolimus. Pour vous, quelle est la molécule la plus impliquée dans son ordonnance, dans ce qu'on vous propose? On n'a pas tout proposé. Est-ce que c'est la nicardipine? Est-ce que c'est le valganciclovir? Est-ce que c'est l'insuline? Est-ce que c'est le mycophénolate mofétyle? Quelle molécule va interagir avec le tacrolimus à votre connaissance? Pas trop de surprises normalement, mais le but c'est de après réfléchir sur les outils. Oui, et on a aussi le valganciclovir. D'accord. N'attendez pas. Donc la nicardipine, c'est vraiment l'interaction médicamenteuse vraiment qu'il faut vraiment détecter ici. Alors pourquoi? Donc dans le vital optimal, bon, ça sortira, vous savez, on fait voilà, l'étude, ok, l'interaction elle sort en orange, déconseillé. Bon, on pourrait se dire, bon, écoute, déconseillé, t'adaptes ton tacrolimus et puis ne nous embête pas. C'est ce qu'un médecin nous a déjà répondu. Non. Pas un néphrologue, les réanimateurs sont pas là, on va profiter que c'est sur eux. L'autre outil que vous connaissez, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas, c'est le DDI. Donc le DDI nous permet donc de prendre le substrat ici, donc notre tacrolimus, et on va le tester avec un interactor. Ici, donc on a choisi la nicardipine. L'avantage, c'est qu'au-delà de nous donner un air très intelligent quand on est au téléphone avec les médecins, ça donne quand même de vraies données, notamment de métabolisation, sur les types de cytochromes. Alors, le tacrolimus, l'avantage, c'est qu'on est quasiment à 100% sur le cytochrome 3 à 4. Et la nicardipine, finalement, vous voyez, elle a une action sur les deux cytochromes, le 3 à 4, donc il sera le seul en commun finalement avec le tacrolimus, mais également avec le 2D6. Et en dessous, ça nous calcule donc une AUC, un ratio d'AUC, ici à 2,9, qui nous montre donc qu'il y a un risque, là, net, d'augmentation de la concentration du tacrolimus d'un facteur 3. Alors, on pourrait se dire effectivement, oui, on peut le maintenir, on surveille, on adapte la posologie, on va diminuer la posologie de tacrolimus de manière très importante. Bon, pourquoi se galérer finalement? Alors qu'on peut faire autrement, c'est peut-être tout simplement de changer d'antihypertenseur. Et donc, par exemple, l'urapidil est une molécule qu'on pourra utiliser et qui n'entraînera pas cette interaction-là avec ce risque d'exposition donc à une surdose, finalement un surdosage de tacrolimus, et donc avec tous les effets indésirables dont on parle, dont on vous a parlé. Et effectivement, par exemple, les tremblements des mains dont on parlait tout à l'heure, c'est un signe de surdosage. Et souvent, en fait, c'est voilà, on va relancer une tacrolémie, elle sera souvent sans surprise, finalement, plus haute que ce qui était attendu. Sur notre ordonnance, donc, qui, je vous rappelle, contient donc de l'albagraphe, du mycophénolate, de la prénisone, du valganciclovir, du lansoprazole, de l'enoxaparine, la nicar et le pouce d'insuline. Il va se dire, tiens, mais il y a un truc qui n'est pas traité là. Normalement, quelque chose doit vous sauter aux yeux. Et qu'est-ce que c'est ce médicament qui me manque? Je vous le relance pour ceux qui veulent encore quelques secondes. Est-ce qu'ils souhaitent ajouter du Vala, du Fluco, du Bactrim ou de l'Oracidine? Vous vous doutez donc qu'on va partir plutôt sur les prophylaxies associées au traitement immunosuppresseur. Dans le contexte de greffe rénale, une fois de plus, on est bien dans le cadre de notre patiente. Qu'est-ce que vous nous dites? Alors, du valaciclovir, du Bactrim et de l'Oracidine. C'est intéressant, on a un petit peu de tout. Donc la réponse, attendez, c'était du Bactrim. Alors, juste pour ne pas vous faire l'affront, c'est méchant ce qu'on a fait, mais le patient, je pense que certains nous ont répondu valaciclovir, je ne veux pas m'emballer, mais le patient en fait était déjà sous valganciclovir, donc bien sûr, il n'y aura pas de bithérapie.
Et l'uracile est quant à elle plutôt utilisée, vous savez, chez les patients plutôt splénétomisés pour les préventions des germes encapsulés. Dans le contexte de greffe rénale, on va voir plus dans le détail. Voilà l'intervention qu'on aurait faite, bien sûr, avec une absence de thérapeutique pour l'indication médicale qui est validée. On va le voir ensemble. Qu'est-ce qu'on a proposé? Un ajout de prescription, c'était ajouté et ça concernait quoi? La prévention de la pneumocystose qu'on va voir tout de suite avec une proposition d'ajout de Bactrim. Donc, pour vous rappeler, bien sûr, il faut une prophylaxie anti-infectieuse, on l'a vu tout à l'heure, oui, il y a une balance qui existe. Les immunosuppresseurs, ok, je ne veux pas rejeter mon greffon, mais le problème, c'est que ça va diminuer nos défenses immunitaires, donc je suis plus à risque de développer des infections. J'ai moins de défenses contre des infections, et notamment deux infections qu'on va plutôt retrouver chez les patients greffés rénaux, à savoir la pneumocystose, avec une prophylaxie par cotrimoxazole, le Bactrim, c'est pendant 6 mois post-greffe. La posologie, bien sûr, s'adapte en fonction de la clairance rénale. La deuxième intention, s'il y avait une réaction cutanée au Bactrim, une insuffisance rénale qui se remajore, une anémie ou des choses comme ça, on irait plutôt sur une deuxième intention, un petit peu moins pratique, sur de l'atovacol, avec une posologie de 750 mg 2 fois par jour, une posologie qui ne s'adapte pas en son contexte également de traitement. Si vous voyez aussi dans des pneumocystoses, ce sera finalement la même posologie qu'ici, dans le cadre d'une prophylaxie, c'est la subtilité de l'atovacol. Et voilà, c'est 6 mois post-greffe, donc c'est plutôt quand on ne le voit pas en post-greffe, ça sent la molécule qui n'est pas... Ouais. Non, juste on met 6 mois post-greffe, et par contre, chez les patients qui, au-delà de 6 mois, sont quand même un peu lymphopéniques avec les traitements immunosuppresseurs, notamment avec le CL7, on leur laisse, parce qu'ils sont quand même plus à risque de faire une pneumocystose. Par exemple, c'est-à-dire pendant 6 mois minimum. 6 mois minimum, et poursuivre si lymphopénique. Et pour le valganciclovir ou le valacyclovir, alors ça dépend des pratiques dans vos établissements. J'ai travaillé dans un établissement où c'était que le valganciclovir. Ici, à Clermont, ça dépend. Il y a le valacyclovir ou le valganciclovir. Et pareil, ça peut être une durée de 6 mois, mais là, ça dépendra finalement du statut donneur-receveur, du type de protocole qui est utilisé. Quand on dit type de protocole, c'était, vous savez, l'immunosuppression initiale par thymoglobuline ou basilizumab. Et la posologie s'adapte également à la fonction rénale. Ce qui n'est pas très pratique pour le valacyclovir, si je peux me permettre, pour les patients, c'est quand même le nombre de prises par voie orale, puisqu'on peut aller sur pas mal quand même de comprimés par jour. Et donc, on utilise aussi, bien sûr, le GPR pour évidemment surveiller. Et sachant que là, on est dans la greffe rénale, donc souvent, en fait, la fonction rénale va basculer dans l'autre sens, enfin, finalement, avec des remontées de fonction rénale. Donc là, on va réadapter finalement dans l'autre sens, souvent, les traitements médicamenteux, dont les prophylaxies anti-infectieuses. Voilà, juste voilà, pour vous redire, on a vu sur le schéma, mais on a également donc, les inhibiteurs de mTOR, everolimus notamment, sirolimus très très peu utilisé en greffe rénale. Et donc avant, en fait, on utilisait les mTOR très à distance de la greffe parce que très bonnes molécules, parce qu'elles sont anti-angiogéniques. Anti-angiogéniques, donc on se dit, c'est pas très logique en début de greffe puisque ça devrait empêcher normalement une bonne cicatrisation. Mais finalement, de plus en plus de protocoles ont intégré ces inhibiteurs de mTOR dans les études en post-greffe, et des études sont toujours en cours d'ailleurs. Et enfin, on peut aussi utiliser les inhibiteurs de mTOR pour diminuer les posologies d'anticalcinurine, pour limiter la toxicité. Et aussi, on les verra dans des contextes de cancer cutané. Oui, on vous avait parlé effectivement du risque finalement de cancer, notamment de la peau pour les patients à distance ou pas à distance finalement tant de la greffe. Et ça peut être des molécules avec une bonne alternative finalement. Et puis le belatacept, on n'a pas du tout mis le cas là-dessus parce qu'on voulait se garder 10 minutes, ça passera pile de discussion ensemble, avec donc cet anti-CD28, vous savez, qui était sur le signal de co-stimulation. Et c'est une molécule finalement qu'on voit finalement peu en hospitalisation, vous voyez peu pourquoi, puisque dans le cas de toxicité aux anticalcinurines, pardonnez-moi, je vais vous redire dans quel contexte c'est utilisé, mais il y a un protocole particulier avec une administration ensuite par la suite du traitement tous les mois. Donc, c'est une molécule que vous ne verrez finalement que peu en hospitalisation parce qu'on essaye au maximum de les décaler, si c'est possible. Et puis, ça peut être, maintenant, c'est rétrocédable en plus. Donc, les patients peuvent aller le chercher en rétrocession pour une administration à domicile plutôt que de le voir seulement en hospitalisation de jour ou en hospice complète en fonction de ce qui se passe. Voilà ce qu'on voulait un petit peu aborder avec vous, finalement, aujourd'hui. Est-ce que, voilà, on a un petit temps d'échange avec vous vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur certaines choses. Eh ben, déjà, merci à vous pour cette belle présentation. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser des questions, je vous donnerai la parole.
Et en attendant, on a quelques questions sur la conversation. N'hésitez pas également à les poser sur la conversation. Oui, pardon, excuse-moi, je me permets de te couper, excuse-moi. Oui, on a enlevé une IP, pardonnez-moi. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Je crois que j'ai aperçu le prénom Maxime qui est intervenu. Tout à fait. Pardonnez-nous, c'est qu'on avait peur de ne pas être dans le timing. On avait laissé une énorme erreur, mais super, merci de l'avoir bien retranscrit. La paragraphe était prescrit effectivement en 2 prises par jour. Justement, c'est ça qu'on voulait vous dire. Donc, on s'est dit c'est tellement évident qu'en fait, on l'a enlevé à la fin. On a obligé de remettre notre cap. Pardon, mea culpa, mais merci, parce que c'est tout à fait vrai. L'aldagraphe étant une seule prise par jour. Donc, en fait, on aurait peut-être fait un relais du prographe vers l'aldagraphe, mais une seule prise par jour pour l'aldagraphe. Ça faisait partie de nos interventions pharmaceutiques dont on voulait vous parler. On s'est dit, bon, c'est trop évident, ils le verront direct. Et on a oublié de réadapter. Pardonnez-nous, vous avez parfaitement raison. Alors, dans les autres questions qu'on pouvait avoir, donc sur la première partie, on avait une question sur la vitamine D et dans quel cas est-il prescrit du Zimad et dans quel cas il faut plutôt passer sur une vitamine D type alpha-calcidol. Donc, on prescrit plutôt la vitamine D active, donc le Zimad ou l'UV-dose en première intention. Le 1-alpha, ce sera plus en cas d'hyperpara. Mais par contre, le 1-alpha, il a un effet, il augmente la phosphorémie. Donc, s'il y a une hyperphosphorémie, on sera un peu limité pour l'introduire. Très bien, merci. Une autre question était sur la partie dialyse. On entend désormais parler de dialyseur pour dialyse élargie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça peut consister? Si vous connaissez. Non, là, je ne connais pas. Je ne sais pas. Donc, Est-ce que parmi les participants, est-ce que il y a peut-être des participants qui connaissent et qui pourraient... Non. Bon. Eh bien, ça restera un mystère. dès ce soir, regardez avant de me coucher. On avait... Oui. Pour le traitement d'induction, effectivement, j'en ai pas parlé, mais tu as une excellente question. Souvent, le basiliximab, pour ce protocole-là, il y a un J1 et un J4. C'est indépendant du poids. Ce sont des doses fixes de 1500 mg à J1 et J4. C'est le produit qui coûte cher. Donc, souvent, on aime bien jeter un petit coup d'œil, mais il n'y a pas de folie dans les utilisations. Pardon? Non. C'est une dose fixe. C'est 20 mg. Excusez-moi, je m'emballe, je sais pas quoi. Excusez-moi. En tout cas, basiliximab, c'est un flacon. Pardonnez-moi, je ne sais plus le posologie du flacon. J1, J4. Et en ce qui concerne par contre la thymoglobuline, effectivement, là, par contre, il y a une petite subtilité. La thymo, en tout cas, le protocole de Clermont, ce sera 4 flacons de 25 grammes, donc 100 grammes maximum par jour. Et souvent, c'est de J1 à maximum J5. Et en fait, ils dosent en cytométrie en flux les CD3. Voilà, on réinjecte en fonction du taux de CD3. Dès que les CD3 remontent au-dessus de 20, et ben on réinjecte. Et ça pendant 5 jours après la greffe. Donc le traitement en gros d'induction, il dure maximum en gros 5 jours à peu près. Quoi. Avec les autres, bien sûr, immunosuppresseurs, je vous parle de la molécule d'induction, mais associée aux autres immunosuppresseurs qui sont ensuite partis pour la vie du greffe. Et ben, ça serait le taux de CD3 pour le coup qui modifierait la durée de la thymoglobuline. Oui, par contre, parce que pour le basiliximab, on fait toujours J1, J3, il n'y a pas de... Et bien sûr, l'aldagraphe, bien entendu, tout à fait d'accord. Ah oui. Alors, il y a des centres qui le font un peu systématiquement et nous, on ne le fait pas systématiquement. Non, il n'y a pas, mais effectivement, il y a des centres qui le font, donc oui, pourquoi pas, finalement. Là, vous êtes parti sur la question qui vient d'arriver. C'était faut-il prévenir l'hématotoxicité du Bactrim prophylactique avec de l'acide folique? Nous, on ne le fait pas en systématique, mais effectivement, voilà, je sais qu'il y a des centres qui le font. Alors, c'est un sujet de débat quand même, effectivement, sur cette vitamine B9, là, parce qu'on a aussi le débat, là, nous aussi, dans nos équipes, hein, au sein de l'hôpital, avec notamment les médecines internes,
avec pareil des supplémentations aussi pour d'autres molécules. Et pour le Bactrim, c'est vrai qu'on a déjà questionné aussi d'autres services qui l'utilisent en prophylaxie. Ça ne se fait pas non plus en systématique, non plus pour la greffe cardiaque notamment. Voilà. Après, c'est de la pratique. Oui. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une recommandation. Non, il n'y a pas de recommandation, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole ou à les poser sur la conversation. Moi, je m'interrogeais par rapport à l'âge dans la contre-indication de la greffe. Est-ce que c'est formel finalement? Est-ce que 85 ans, on ne greffe plus ou est-ce que Oui, est-ce alors, qu'on ouais. là, pour le coup, c'est les reco-HAS, donc au-delà de 85 ans, on ne greffe plus. Et après, mais ce qui compte surtout pour avant, on va dire entre 70 et 85 ans, c'est plus l'âge physiologique que l'âge réel du patient, parce qu'on a des patients qui vont avoir 80 ans et qui vont être en super forme, pas de comorbidité, et on aura vraiment envie de les greffer. Il y en a d'autres à 70 ans qui ont plus de comorbidité, qui sont plus polypathologiques, et ça va être plus compliqué de les greffer. Mais pour le coup, 85 ans, c'est vraiment la limite fixée par la HAS. Donc là, on peut pas inscrire quelqu'un de 86 ans. C'est pas possible. Et par rapport à la maladie rénale chronique, est-ce qu'elle est, alors, elle est probablement irréversible dans le temps, mais est-ce qu'on peut avoir des améliorations, par rapport, voilà, si on optimise un petit peu certains paramètres physiologiques, si on intervient, avec des traitements si on soulage le rein et cetera, est-ce qu'elle peut s'améliorer? Alors déjà, ça dépend de l'étiologie, parce que si c'est une cause curable, entre guillemets, des glomérulopathies qu'on peut traiter avec des traitements immunosuppresseurs, oui, on peut observer une amélioration de la fonction rénale. Après, même chez les patients hypertendus, diabétiques, quand on optimise un peu le traitement, quand on contrôle mieux la tension, mieux le diabète, parfois on a une petite amélioration, mais on passe jamais d'un stade 4 à un stade 2. Mais oui, ça permet surtout vraiment de ralentir plutôt la progression. Mais voilà, mais dans certains cas où il y a une étiologie curable de maladie rénale, oui, peut avoir, ça peut être réversible en partie. Est-ce que ça rendrait, éligible, parce qu'on parle beaucoup d'arrêt de traitement finalement ou de modification un peu de posologie, mais si jamais on a des patients qui s'améliorent un petit peu, est-ce que ça peut les rendre à nouveau rééligibles à certains traitements ou la décision d'arrêter, elle est souvent quand même, irréversible? Ça se réévalue, oui, avec la fonction rénale. Si la fonction rénale s'améliore, on peut, voilà, un patient chez qui on avait arrêté, par exemple, la metformine, s'il repasse au-dessus de 30 minutes, on peut lui réintroduire, oui. En pratique, vous êtes vraiment, sur la valeur de la clairance? C'est-à-dire, vraiment si ça repasse au-dessus de 30, il redevient éligible ou est-ce qu'on va plutôt regarder, je sais pas, la cinétique d'évolution et se dire: «Bon, peut-être pas lui remettre tout de suite», Ouais, non, on va pas le faire dès le premier dosage, mais si on voit que sur le long terme, il reste au-dessus de 30, qui s'est stabilisé, amélioré, oui, là, on peut se poser la question de lui reprendre. OK. Mais oui, effectivement, faut un suivi, il faut plusieurs biologies avant de voir si ça se stabilise. Est-ce qu'il y a des petites questions? Je vois pas de main qui se lève. Bon, en tout cas, nous, le but, voilà, c'était que tout le monde ait une pratique courante améliorée. Après, il y a plein de subtilités, voilà, bien sûr, plein d'autres choses, hein. On n'a pas abordé, par exemple, la poussée de sonde. On va pas y revenir, on n'a pas de temps. S'il y en a qui veulent se questionner dans vos hôpitaux ou des internes qui nous écoutent, demandez à vos pharmaciens seniors, puisqu'il y a des prises en charge avec des molécules particulières, du Céris, du Rivotril, des choses un petit peu inédites par rapport aux pratiques habituelles, du dispositif médical, on en parlait. Enfin, voilà, ça donne sujet. La maladie rénale chronique a finalement plein d'autres choses, hein, au passage, posologie, plein d'autres débats.
Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Voilà, dans les 5 dernières minutes, si jamais vous avez envie de partager un peu votre expérience aussi sur votre quotidien, sur, voilà, sur les activités de néphro, comment vous intervenez sur ces thématiques de néphro? Est-ce que vous intervenez plutôt au niveau du bilan pré-transplantation? Est-ce que vous êtes plutôt en service de néphro? Voilà, est-ce qu'on peut avoir un peu de retour d'expérience sur comment vous pratiquez au sein de vos centres? Et est-ce que vous avez des problématiques spécifiques, particulières ou des interrogations sur des prises en charge particulières, des interactions entre des traitements? Je suis pour lancer le débat en attendant que quelqu'un lève la patte. Donc moi je vous dis moi j'ai travaillé au CHU de Caen, donc ça donne aussi d'autres choses où j'étais moi intégrée en tant qu'interne en pharmacie, donc à temps plein en néphrologie. C'est pour ça que j'ai toujours une petite attention pour nos amis néphrologues. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir fait un stage, moi, à temps plein pendant 6 mois en service de réanimation chirurgicale au CHU de Grenoble. Donc c'est vrai que j'ai pu un petit peu voir des petites choses, notamment sur la maladie rénale chronique. Et ensuite, j'étais revenue au CHU de Caen. Et au CHU de Caen, on a mis en place voilà, un programme d'éducation thérapeutique. C'est un petit peu le début à cette période-là des programmes d'éducation thérapeutique. Et on faisait des bilans médicamenteux vraiment poussés pour les patients en dialyse. Donc, avec vraiment des outils, quoi, finalement, pour que le patient puisse identifier ces molécules. Et en fait, on s'apercevait que beaucoup de patients, en fait, ne prenaient pas leur traitement parce que la gélule était trop grosse, parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt du CV-la-mer. Et finalement, ces patients-là, il y a tellement de supplémentation ou chélateur, enfin, peu importe le sens, que je pense qu'ils se perdent un petit peu là-dedans. Et ensuite, en greffe rénale, donc on avait monté un projet, donc on fait ici aussi au CHU Clermont-Ferrand. Et donc, c'est en HDJ, une fois par mois à peu près, on voit 4 patients en collectif. Et ce sont des patients, donc ils viennent toute la journée, donc ils rencontrent, bien sûr, ils ont la consultation médicale, rencontre avec l'IDE. Nous avons la chance d'avoir une patiente experte qui s'appelle Nelly, qui a eu d'ailleurs 2 projets de greffe, de la dialyse, c'est très intéressant, elle discute beaucoup avec les patients. On a aussi une diététicienne qui intervient, et moi pour la partie plutôt axée médicaments, voilà, on apporte des petites étiquettes en fait, qui représentent les boîtes des patients, et ils vont les déposer pour réidentifier un petit peu l'objectif thérapeutique, ce qui est pour le cœur, ce qui est pour le diabète, leur traitement immunosuppresseur, souvent ça n'a pas de secret pour eux. Et voilà, ils peuvent un petit peu échanger entre eux, surtout sur leur expérience finalement. Oui, moi j'ai fait voilà, des diarrhées, on n'a pas beaucoup parlé, mais ces patients font beaucoup de diarrhées, notamment à cytomégalovirus, entre autres, parfois à microsporidis, aussi pour en discuter entre vous, avec des traitements particuliers. Ils ont été hospitalisés, ils ont été déshydratés. Et donc voilà, on essaye un petit peu de prévenir ce risque finalement de rejet de greffe, mais aussi de gestion du traitement à domicile. Et je pense que ceux qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui sont aussi impliqués plutôt sur la transplantation, donc plutôt effectivement en CHU. Il y a plein d'autres activités. On a pu taper le CH de Vichy, qui est très impliqué, voilà, surtout au niveau de la dialyse aussi. Ils sont très impliqués tout court. D'ailleurs, ils font beaucoup de choses sur la dialyse. Donc voilà, après la MRC, c'est vrai que c'est un petit peu l'oublié, je pense, partout finalement. Et donc là, on a un projet à Clermont pour monter. Voilà, on a une infirmière, Françoise, qui est très impliquée là-dedans, qui va donner la main, je pense, aussi sur ce projet, et qui nous a sollicité, en tout cas la pharmacie. Donc voilà, à force d'être un petit peu présent, même si c'est peu, en tout cas, nos CHU Clermont-Ferrand, on se fait connaître finalement par nos petites activités pharmaceutiques, et on va être impliqué dans la MRC, justement pour sensibiliser les patients sur leur traitement et l'intérêt justement, même si c'est de la supplémentation qui est un petit peu mal vue, voilà, pour intervenir, et aussi dans l'activité de conciliation médicamenteuse. Il y en a pas d'autres qui sont intervenus, peut-être qu'ils interviennent finalement pas beaucoup. Population un peu particulière, de toute façon, tout ça. Mais la MRC, ça concerne tout le monde et même notre entourage tout court. Donc, il faut en parler aussi dans notre entourage. On ne voit pas assez de communication à la téloche, sincèrement, ni sur les réseaux. Bon, bien, merci pour ce beau retour d'expérience et puis merci à vous deux pour ce travail, cette présentation. Bon, on n'a pas d'autres questions et puis l'heure on arrive au terme de la soirée. Donc, encore une fois, merci beaucoup. On verra comment on met à disposition le replay et sous quelle forme. Et puis vous pouvez retrouver, j'ai mis les liens aussi sur les différents outils dans la conversation, puis on vous les mettra sur les liens qui ont été évoqués. Et puis on les mettra également à disposition sur le site de l'Omédite. Voilà, et ben
Encore merci et puis bonne soirée à tous. Merci Merci. beaucoup. Bonne Merci pour soirée. l'organisation, Frédéric. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.